Bonsoir, merci d'être notre à nouveau ce soir. Carte sur table, 21h, 23h, deux thèmes, 4 invités. Pour ce soir, évidemment, on va rendre un vibrant hommage à son éminence Christian Cardinal Toumi, qui, comme vous le savez, nous a quittés dans la nuit du 2 au 3 avril, selon un communiqué rendu public par l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, à un peu plus de 90 ans. Donc, l'archevêque, le cardinal émérite, a rendu l'âme, après une vie pleine, une vie religieuse, une vie politique et au soir de sa vie, un volet traditionnel parce que tout récemment, au cours du mois de mars, Christian Toumi avait été intronisé dans sa localité dans la région du Nord-Ouest. On parlera donc ce soir de l'homme, du prince catholique, de l'acteur politique et de la notabilité traditionnelle dans sa dimension, l'impact qu'il aurait pu avoir sur la vie politique au Cameroun depuis au moins les années 90, vous le savez, avec le retour au pluralisme politique. Le deuxième sujet de ce soir, une autre actualité assez récente, on parlera de la révision du code électoral. J'ai failli dire un parcours de combattant. Depuis à nouveau le retour au multipartisme, les partis politiques de l'opposition dans leur ensemble, très souvent, revendiquent ou souhaitent un code où équité, égalité et justice, j'ai failli dire, triomphe au-delà des individus. C'est d'ailleurs l'ambition que se donnent 7 partis politiques réunis à Yaoundé la semaine dernière, c'était mercredi, au siège de l'Union démocratique du Cameroun. Il est donc question pour eux de voir les points d'achoppement de ce code électoral et de proposer qui c'est peut-être une nouvelle formule pour le choix des élus de la nation. Premier thème, hommage à Christian Cardinal Toumi, prince catholique, acteur politique, notabilité traditionnelle, révision du code électoral, heurts et malheurs. Invité, Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir aux copanélistes et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être des nôtres. Patrick Christian Dobo, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV, bonsoir aussi à tous les autres panélistes ici. Merci également d'être là. Eve Emmanuel Combe, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les téléspectateurs de 4 sur table. Merci pareillement d'être là. J'annonce qu'on aura au téléphone tout à l'heure le docteur Christophe Fomonio, le président pour l'Afrique, ou alors le représentant Afrique du NDI, vous le savez. Il dira son témoignage également en hommage. On aura également un témoignage de Ellie Smith, le secrétaire général de l'AGC, All General Conference, All Anglophone General Conference, ce mouvement initié d'ailleurs par le cardinal Christian Toumi, dont l'un des objectifs était contribuer au retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'un moment à l'autre, pour le MRC, Alès Nguepi va nous retrouver dans ce studio. Juste derrière la transition, on va peut-être commencer par les témoignages d'Ellie Smith. Alors, Erin Gando, qui a suivi la réalisation, si l'élément est prêt, est-ce qu'on peut écouter Ellie Smith dans son témoignage? Le cardinal a gagné une grande victoire. Si vous vous rappelez très bien, quand il avait lancé la Anglophone General Conference, il y avait un groupe de révisionnistes et de négationnistes, que ce soit ministres ou journalistes ou société civile, qui écumaient vos plateaux ici à Douala et à Yaoundé, qui lui traitaient de tous les noms d'oiseaux. Mais celui qui lui a donné raison, c'est le chef de l'État. Parce que le chef de l'État a organisé le dialogue national qui démontrait qu'il y avait un problème anglophone au Cameroun. Parce que les gens qui écumaient vos plateaux, des révisionnistes et négationnistes, disaient qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Donc, le but de la Anglophone General Conference, c'était de réunir les anglophones, prendre des propositions, soumettre au chef de l'État en vue d'organiser un forum, un dialogue pour résoudre le problème anglophone. Mais si le dialogue national a eu lieu, en quelque sorte,
ce que Cardinal Toumi avait voulu, son idée a triomphé. Donc, voilà pourquoi il a participé au dialogue national. Il a même été le président d'une des commissions et il est toujours membre de la commission de suivi du grand dialogue qui a eu lieu. Un processus qui s'est enclenché et je défends ici bec et ongle ce que le cardinal avait dit, que le niveau de violence a baissé. Il y a des situations ou des actes spectaculaires comme son kidnapping par les gens qu'il défendait ou ce qui s'est passé à Kumba. Mais généralement, la situation est en train de se calmer. Voilà. Eli Smith, vous le savez, il est le secrétaire général de la All Anglophone General Conference. Je l'ai dit tout à l'heure. On va tout de suite aller du côté des États-Unis cette fois-là pour avoir Christophe Fomonio. Lui également, vous le savez, c'est une personnalité qui travaille sur des questions sociopolitiques et stratégiques et même dans les résolutions des conflits à travers sa structure. Juste le temps d'un témoignage. Christophe Fomonio, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Alors, vous avez connu le cardinal Toumi. Que retenez-vous de ce prince de l'Église catholique qui a su également faire entendre sa voix dans le débat politique? Alors, on va le relancer rapidement, Christophe Fomonio, dans une seconde. Alors, certainement que la connexion nous fait un petit défaut. On l'a à l'antenne. On va poursuivre avec vous peut-être, Christian. D'entrée, à l'annonce de la disparition du cardinal Toumi, quelle a été votre réaction? Bon, j'avoue qu'on est toujours un peu embêté, même si pour ceux qui ont suivi son état ces derniers temps, on voyait quand même des signes de faiblesse. Moi, particulièrement, je l'ai su au petit matin, très tôt, parce qu'il y avait... on a une série d'informations pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vivent un peu l'actualité du diocèse, de l'archidiocèse. Et donc, la première des réactions, c'était d'abord la tristesse naturelle, humaine, de savoir qu'une figure comme celle-là s'en est allée. Et puis, dans la foulée, pour ceux qui observent la vie nationale et le développement de cette actualité sociopolitique ces derniers temps, c'était quand même de se dire qu'on est en train de perdre une figure qui semblait avoir encore beaucoup à apporter, surtout dans ce contexte-ci. Donc, réaction normale par rapport à la perte d'une figure, d'une personne humaine et d'une figure comme celle-là. Et ensuite, des regrets dans la foulée, parce que plus le temps passe après une nouvelle comme celle-là, plus vous vous imaginez un certain nombre de scénarios qui, malheureusement, impactent la suite de cette actualité. Christophe Fomonio, bonsoir à nouveau. Oui, bonsoir, monsieur Dikita. On va y aller tout de go. Hein. Vous avez connu le cardinal Christian Toumi. Que retenez-vous de ce prince de l'Église catholique? Oui, je retiens du cardinal vraiment une personnalité de grande envergure, non seulement au sein de son Église, donc de l'Église catholique, mais pour le Cameroun, pour l'Afrique centrale et même pour le continent. Mais en même temps, un monsieur très humble, simple, disponible, ouvert à tout le monde et généreux dans le partage de ses connaissances, de son expérience et de ses idées également. Donc, c'est une grande fête pour la famille directe, mais aussi pour la famille catholique, bien sûr, la famille religieuse, mais pour la famille camerounaise et africaine tout entière. Alors, on sait que le cardinal était impliqué ces dernières semaines, notamment dans la recherche des solutions pour les crises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une implication que d'aucuns qualifient d'ambiguë.
pourfendeur et partisan de cette initiative-là. Pourriez-vous nous dire, selon vous, quel impact il aurait pu avoir dans la recherche des solutions de cette crise, sachant évidemment qu'il a participé, entre autres, au grand dialogue national? Oui, je crois qu'il faut reconnaître que pour ceux qui, c'est-à-dire qu'on soit pour ou contre les positions que prenait le cardinal, il était quand même un homme stabilisateur. Dans ce sens qu'il était respecté par les acteurs de tous les bords, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec sa prise de position sur certains points particuliers. Donc, sa disparition, pour moi, va créer un vide. Parce que de plus en plus, on se rend à l'évidence qu'il n'y a pas de personnalité de cette envergure qui peuvent modérer les positions des uns et des autres et qui peuvent amener les gens à s'asseoir pour se parler. Et je crois que dans le listing des dossiers qui vont ressentir la disparition du cardinal, en premier lieu et place, à mon avis, c'est le règlement du conflit armé qui sévit toujours dans le nord-ouest et le sud-ouest. Christophe Omonyo, merci de cette réaction, merci de votre contribution à ce témoignage, à cet hommage qu'on rend ce soir à son éminence Christian Tomi. C'est un plaisir. Merci, bonne soirée, bonne continuation. Bonne soirée à vous. Merci. Hervé Emmanuel Com, oui. La même question que j'ai posée à Christian tout à l'heure. À l'annonce du décès du cardinal, quel est le sentiment que vous avez, qui vous a parcouru, si je puis le dire ainsi? Ben, écoutez, la disparition de Christian Cardinal Toumi est un grand moment de la vie publique. C'est un acteur majeur qui s'en va. Et je ne fais pas partie des gens qui partageaient ses avis. J'étais globalement pas souvent dans les mêmes positions que lui. Mais les moments dont j'ai eu le privilège de partager avec lui, il m'a laissé le grand sentiment d'un homme de tolérance, et un homme ouvert aux opinions des autres, même si nous n'étions pas d'accord. Et comme je ne suis pas catholique, je ne vais pas entrer dans une opération de béatification du cardinal Toumi. Je prie pour que son âme repose en paix et que la lumière éclaire le chemin qu'il a emprunté en ce week-end pascal, qui est une très grande fête pour nous les chrétiens. Donc, ce cardinal Toumi était un acteur majeur de la vie politique. On partageait pas souvent ses points de vue. C'est pour ça que je suis un peu curieux quand j'entends depuis samedi même des rangs du RDPC, des gens qui disent qu'il était presque certains disent que c'était un saint. C'est pas vrai. Et s'il était un saint, pourquoi il n'était pas d'accord avec lui? Donc il faut être juste, modéré, il faut respecter ce temps du deuil. C'est un grand Camerounais qui s'en va, un grand prélat, le premier cardinal que nous avons eu. Et j'ai eu des moments, lorsqu'on en parlera, que j'ai partagé avec lui, et un homme d'une simplicité extraordinaire, même si ses points de vue relevaient de sa culture et de son sacerdoce de prélat catholique. Mais sur le plan politique, je ne fais pas partie de ceux qui partageaient ce point de vue, et je continue à penser qu'il a pris des positions qui étaient contraires à ce qui me semble être l'intérêt du Cameroun et de son avenir. Ça, on laisse à l'histoire quand viendra le temps. Ouais, quand viendra le temps, mais cette chorale de sanctification est un peu agaçante parce qu'elle ne respecte même pas la mémoire du cardinal. Sambaka. Oui, ce que je dois dire, c'est que le cardinal, comme j'aime bien l'appeler, était en phase avec son temps. Il était en phase avec ses compatriotes de toutes les obédiences religieuses. C'était un homme de dialogue. Il avait l'amour de son prochain chevillé au corps. Le cardinal Toumi, il faut le comprendre. Il faut comprendre sa démarche. Le cardinal Toumi est né
dans la zone anglophone du Cameroun. Il a fait ses études au Nigeria. Mais quand il arrive au niveau du sacerdoce, il demande que le Camerounais 1, il souhaiterait parler français. Donc il poursuit ses études, n'est-ce pas, en France. À Lyon. Oui, pour pouvoir parler le français. Donc, le cardinal Toumi, qui part à 91 ans, je crois que c'est l'homme d'expérience de ce pays. C'est celui qui a reçu tout le monde. C'est lui qui a pu discuter avec tout le monde. Sa maison n'était pas fermée, elle était ouverte. Il recevait tout le monde. Et c'est son ambition, c'était, il l'avait exprimé par lui-même, de voir un Cameroun un. C'est la raison principale pour laquelle il a dit il ne peut pas avoir fait ses études seulement en anglais, il faut qu'il parle français. Donc c'est quelqu'un qui a aussi, pendant tout son parcours, fait la zone francophone. Il faut le dire. Je pense qu'il n'a pas été évêque dans la zone anglophone. Il l'a fait dans la zone francophone depuis l'extrême nord jusqu'à arriver à Douala. Ce qui, en d'autres termes, veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait bien son pays, qui connaissait bien les Camerounais et qui savait que sa contribution pouvait être. Nous avons ressenti la mort du cardinal Toumi, malgré son âge, comme quelque chose qui ne devrait pas se produire en ce moment, parce que, comme le disait le Faumoyon tout à l'heure, il y avait encore beaucoup de choses à faire et on avait encore besoin de lui. Néanmoins, ce que je dois dire, c'est qu'il faut lire le cardinal Toumi, il faut voir tous les enfants que nous sommes, qui avons suivi un peu son parcours, qui avons échangé. Je pense que cet héritage qu'il va laisser est un héritage qui ne doit pas aller en perte et profit. Vous avez vu que quand une partie du gouvernement et une partie du parti au pouvoir s'est liguée contre lui, chaque fois il a pardonné. Parce que parfois il était incompris, mais quelque temps après, ce sont les mêmes gens du gouvernement et du parti au pouvoir qui le citaient. Parce que quand il disait quelque chose qui l'arrangeait, qui les arrangeait, il le citait. Mais quand il leur disait, voilà, vous ne pouvez pas compter que sur la force, il faut le dialogue, et ils étaient fermés au dialogue. Mais sa réussite aussi, c'est que même le grand dialogue, quand bien même il aurait fallu le All Anglophone Conference avant le grand dialogue, le cardinal Toumi était disponible. Même fatigué, il a pu présider une commission, et je me rappelle que c'est la dernière fois que j'ai eu à discuter avec lui, et il m'a même reproché de ne pas souvent venir le voir. Donc, j'ai dit, c'est quelqu'un qui était très humain et qui savait tout ce qui se passait. Il était au courant de tout. Et il aimait énormément son pays au point où, malgré son âge, malgré la fatigue, il était toujours disposé à faire quelque chose pour son pays. Alors, Christian Toumi a été consacré en janvier 80, il faut le rappeler, passe cardinal en 88. 88, ça correspond plus ou moins aux prémices, aux premières heures ou alors de l'annonce de l'ouverture démocratique au Cameroun, avec les événements de 90, dont on sait qu'il y a eu un virage dans le pluralisme, la création de nouveaux partis, une période relativement trouble, avec des villes mortes, l'aboutissement d'une nouvelle constitution en 96, bref, la période charnière comme on l'a appelée. Et Toumi était déjà cardinal à cette période. Sambaka, vous avez vécu ces moments-là. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel mémoire éventuellement? Oui, je dois dire que cette période était la période chaude, où vraiment c'était très très difficile. Et si vous vous rappelez, c'était la période où il y avait dans toute l'Afrique, après le mur de Berlin qui était tombé, il y avait ce problème de pas conférence, comment on avait encore appelé cela? La conférence nationale souveraine. Et je pense que à cette période-là, les partis politiques de l'opposition, de la coalition qui se rencontraient et tout, avaient prévu qu'il y aurait une conférence nationale souveraine au Cameroun. Mais ils souhaitaient une conférence nationale souveraine qui allait ramener la paix. Et je crois à l'unanimité, les partis politiques avaient estimé que la personne qui pouvait apporter la paix, c'était le cardinal Christian Toumi.
Et à ce moment, je crois qu'on avait détaché quelques-uns là de l'opposition pour aller voir le cardinal Toumi. Si je me rappelle bien, Anissé Kane devait faire partie de ce groupe-là. Et le cardinal Toumi avait accepté. Il avait accepté à condition que ce soit pour mettre la paix et qu'il n'y ait pas de trouble au Cameroun. Malheureusement, le parti en face, c'est-à-dire le parti gouvernant, n'avait pas compris ça de cette oreille et a préféré le bras de fer, c'est-à-dire la force. Mais on a vu qu'après, on a abouti à la réunion tripartite. Et à la réunion tripartite, le cardinal Toumi était là. Parce que partout où il y avait le dialogue, je vous dis, il avait une générosité de cœur. Partout où il y avait le dialogue, il était là. Grandeur d'âme. Partout où il y avait le dialogue, le cardinal a même pu contribuer efficacement quand le parti au pouvoir et l'opposition ne se sont pas entendus et que l'opposition a claqué la porte. Il était parmi les gens qui ont ramené la paix et ramené l'opposition sur la table. Alors, Christian Domodel, les premières heures justement de l'ouverture démocratique, le cardinal a été, Hervé pourra me corriger tout à l'heure, a été lu comme un opposant au régime. Et pourtant, on aurait pu croire qu'en tant que pasteur de l'Église, en tant que berger, c'était davantage sous le label du défenseur de la veuve et de l'orphelin que Christian Toumi allait dans ce rôle-là. Bon, écoutez, les hommes politiques ont la facilité d'orienter soit les événements, soit la compréhension des événements au profit des intérêts qu'ils défendent. Justement, avoir cette casquette et ce regard sur le cardinal Toumi, c'est cloîtrer le personnage, sa mission à ce que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'un simple garant des intérêts de la veuve, de l'orphelin, et c'est peut-être méconnaître ou bien mettre de côté toute la dimension qui encadre non seulement le pasteur qu'il est, et qui plus encore le cardinal qu'il était avec une certaine autorité et l'aura qu'il avait. En ces moments, il me semble qu'il y avait comme une espèce de mobilisation autour de certaines revendications, autant sur le plan politique que sur certaines questions sociales. Le cardinal, dans son action, a souvent trouvé de la matière à redire dans les questions de gouvernance, dans les questions politiques, parce qu'en réalité, sa mission de pasteur, c'est aussi d'éclairer à la fois ses ouailles et d'apporter sa contribution au développement et à la marche, au bien-être collectif. Je pense que c'est dans ce registre, parce que malheureusement, il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup de possibilités pour le cardinal de s'intéresser aux failles de la gouvernance, de s'intéresser au blocage du jeu politique dans notre pays. Parce que quand on observe un certain nombre de réactions, on a l'impression qu'on avait très vite classé le cardinal dans un rôle de subversif. Simplement parce qu'il se donnait la dimension de sa mission en intervenant dans le champ et l'intérêt de cet ensemble qui constitue le jeu à la fois politique, démocratique, mais surtout la vie sociale dans notre pays. Je pense que c'est peut-être dans ces clichés stigmatisants qu'à tort ou volontairement, on a classé le cardinal dans un cadre qu'on pensait ne pas être le sien. Voilà. Hervé Manuel-Com, considérez-vous, ou du moins est-ce que le parti au pouvoir, jusque-là, à travers ses positions, considérait le cardinal comme étant un adversaire politique, comme étant un opposant au parti au pouvoir? Mais écoutez, je suis un peu embêté quand j'entends les différents témoignages que je suis en train d'écouter là, parce que je pense qu'on fait un peu trop dans le raccourci. Et il y a des moments de l'histoire, il faut être un peu plus sérieux et affronter la réalité avec une distance. Il faut respecter, il y a un temps pour tout. Mais Christian Toumi n'est pas un enfant de cœur, n'était pas un enfant de cœur. Son arrivée à l'archevêché de Douala était même un problème à l'intérieur de sa propre église. Moi, je ne suis pas catholique. Vous comprenez, c'est peut-être pour ça que j'ai la liberté et la distance et j'étais à l'étranger. Donc l'arrivée de Christian Toumi à Douala
a créé beaucoup de secousses à l'intérieur de sa propre église, l'église catholique. Et ça, Mbaka, il passe à une vitesse comme si c'était l'arrivée du Messie, tout le monde était d'accord. C'est pas vrai. Il a été contesté à l'intérieur de son église. Maintenant, toutes les églises, du moins la confession chrétienne, ont ce qu'on appelle le projet social de la parole. Et dans le projet social, évidemment, les prélats, les différents responsables de l'église disent quelque chose dans leur environnement, l'évolution politique. Bon, vous me demandez comment a été considéré. Moi, je ne peux pas dire que c'est ce que le RDP se pensait, mais je dis ce que moi je pense. D'accord? Cardinal Toumi a été souvent un acteur politique. Et comme acteur politique, on devait accepter qu'il ait des contradicteurs. Parce que toutes les vérités sont critiquables, y compris d'ailleurs certaines vérités de nature évangélique. Donc, Cardinal Toumi a été un acteur. Il a eu des positions jusqu'au dernier moment, à part ces derniers moments d'affaiblissement, il a eu des positions qui sont contestables. Donc moi, par exemple, je conteste jusqu'à présent la pertinence. Mais il avait quelque chose. C'est-à-dire que j'ai eu à voyager avec lui, assis à côté de lui dans l'avion, 7 heures, nous parlions de tout et de rien, et il n'était pas quelqu'un qui me paraissait imperméable à une opinion dissidente et contraire à la sienne. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée au cardinal Toumi, j'étais avec lui. Nous prenons l'avion à Paris, et puis subitement, les forces de sécurité viennent chercher M. Toumi. Bon, moi je suis assis là, nous étions des passagers ensemble, je vais voyager. Je ne le connaissais pas avant. Et puis, je ne vois pas revenir, je dis, mais il y a un problème. Je descends pour savoir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, le cardinal Toumi venait de Rome. C'était l'élection de l'avant-dernier pape. Et il avait voyagé avec son savon Macabo de Douala à Rome. Et au retour, il rentrait avec son savon. Or, vous savez que le savon sert de pâte dans les bombes, la fabrication de bombes artisanales. Voilà l'homme dans sa simplicité. Et quand je vais le chercher, il dit, « Ah, mon fils, tu t'inquiètes pour moi ?» Je dis, « Oui. Qu'est-ce qui se passe ?» Et les policiers m'expliquent que non. En fait, on a vu la substance, le produit, et nous sommes allés vérifier qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite... Il n'avait que sa petite valise. Et il me dit, mais moi, je pars à Rome avec mon savon, comme ça, je ne dérange personne, et je rentre avec mon savon à Douala. Donc, je vous donne cette dimension. C'était un homme pluridimensionnel. Mais si vous mélangez tout en ce moment où nous devons plutôt le pleurer, qui est un moment de deuil, il y a un temps pour tout, vous allez dire tout et n'importe quoi. Certains sont en train de dire que c'était un saint. Non, Christian Cardinal Toumi n'était pas un saint. C'était un humain, c'était un leader d'opinion, c'était un activiste même parfois politique. Je peux vous raconter une histoire où Mbouamassok est recherché par la police parce qu'il commençait, il y avait un début de trouble à l'ordre public à la place du gouvernement. En fait, Mbouamassok, dans sa fuite, se réfugie chez Christian Cardinal Toumi. Moi, j'ai eu à manger sur sa table, alors que je suis protestant, je suis réputé pour beaucoup d'autres choses. C'était un homme ouvert. Mais venir en ce moment, mélanger les choses, se servir de son statut de prélat, de premier cardinal camerounais pour expliquer les événements politiques, je pense que là, c'est vraiment téméraire et c'est de l'acrobatie. Parce qu'il y a une procédure chez les catholiques, j'en suis pas un, pour la canonisation des humains. Il faut se calmer. Aujourd'hui, vous devez nous dire, quand vous posez une question, vous voulez qu'on parle du Toumi évêque, du Toumi politique, du Toumi même un homme de culture, du Toumi généreux, du Toumi ouvert. Vous voyez, il était pluridimensionnel. Et justement, ce sont les éléments qu'on a relevés pour le thème, homme prince catholique, homme politique et puis traditionnel. Maintenant, commencez par le... sur une chose. Oui. Un jour, je lui dis, parce que j'avais l'occasion, pour des raisons que je ne veux pas évoquer ici, parfois de partager le repas avec lui, et je lui dis, Éminence, quand tu parlais là-bas à la cathédrale, personne ne peut te contredire, mais si tu sors de la cathédrale avec tes opinions, tu acceptes que je n'ai pas les mêmes opinions que toi, surtout que je ne cours aucun risque d'être excommunié. Il dit, oh Hervé, c'est juste. Vous voyez l'homme, mais peut-être que ceux qui le suivent à la cathédrale ne savaient pas qu'il était ouvert comme ça. Non, moi j'écoutais Hervé et puis je vais d'abord lui rappeler que je suis théologien catholique. Bon, mais moi, sauf que la particularité d'un théologien, c'est de savoir déconstruire ce que certains peuvent considérer comme étant des dogmes.
ça dit qu'on prend du recul, mais ensuite on a la capacité de présenter. Donc la particularité, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'il est bien difficile de dissocier les différentes facettes de l'homme Toumi. Le pasteur, le citoyen, et puis le leader qu'il était. Parce que Toumi était aussi un citoyen, avec un intérêt particulier, voilà, sur les problèmes de notre quotidien, et avec des opinions parfois qui dérangeaient. Des opinions pour lesquelles on peut prendre du recul. Et justement, ces opinions, quand elles arrivent dans le champ politique, dans le champ public, elles peuvent susciter des contradictions. Mais c'était un homme fair-play, qui savait accepter justement ces contradictions. Mais une des choses qui était peut-être la faiblesse de son éminence Christian Cardinal Toumi, c'était le fait d'être un homme de conviction. Il était ferme dans ses convictions. Parfois des convictions qui pouvaient déranger et qui pouvaient peut-être être en déphasage avec un certain nombre de réalités ponctuelles. Mais c'était des convictions solides. Et c'est peut-être dans cette dimension-là que le cardinal Christian Toumi a parfois eu des positions sur la marche et l'évolution d'un certain nombre de problèmes qui semblaient ne pas épouser les réalités du contexte. On parlait de son histoire, de sa culture, de la marche qu'il a eue. La culture de l'époque fédéraliste, par exemple, vous voyez qu'il y est resté attaché jusqu'à sa mort. Et donc, lorsque vous suivez l'évolution du cardinal Christian Toumi sur ce type de problème, vous comprenez que c'était un homme de conviction profonde. Et pour faire changer de point de vue à ce type de personnage, il faut que vous lui donniez un argumentaire, mais alors plus que solide. Et sur ce point, par exemple, du fédéralisme, jusqu'à sa mort, on n'a pas réussi à lui démontrer qu'au regard des mécanismes en place jusque-là, on pouvait faire autrement. C'était sa position. Ce sont ses convictions. Donc il faut prendre l'homme avec ce type de convictions fermes qui parfois peuvent être mal comprises. Justement, contestable et mal comprises. La question que je voulais poser à Sambaka par la suite, c'était de savoir si on peut dire aujourd'hui que le cardinal était un acteur mal compris. Mais tout à fait. Mal compris par qui? Mal compris par les politiques. Parce qu'en réalité, lui, son rôle, ce n'était pas de choisir un camp. Son rôle, c'était de voir qu'est-ce qui est juste. Donc, quand je dis qu'il avait un grand sens de responsabilité, c'était cela. Quand je dis qu'il avait une grandeur d'âme, c'est-à-dire qu'il ne laissait personne sur le banc. Quand je dis qu'il avait une générosité de cœur, je dois vous dire que le cardinal, quand il était au Nord Cameroun, par exemple, il a eu mal à partir avec le premier président de la République sur ce problème que vous savez, sur l'islam et le catholicisme. Parce qu'à un certain moment, il y avait du mal, c'est-à-dire à implanter autre chose que l'islam. Mais le cardinal Toumi a fait le bras de fer et il a réussi. Il a réussi. Donc, le prendre pour un adversaire politique, il n'y a que des gens qui sont pour le parti unique qui peuvent le faire. Mais le cardinal Toumi n'avait pas vu la chose comme ça. Il avait vu que la politique, le multipartisme, le problème qu'il doit résoudre, c'est le problème des idées, le problème des programmes. Vous voyez? Alors, quand vous voyez le problème de la malgouvernance au Cameroun, vous ne pouvez pas dire au cardinal de se taire. D'autant plus qu'il estimait même qu'il y a certains catholiques qui sont partis des écoles missionnaires pour aller faire des choses pas possibles contre la morale quand ils étaient en exercice de pouvoir. Donc, il le disait. Ce n'est pas quelqu'un qui disait parce que tu es catholique, alors tu es avec moi. Il était bien avec tout ce qui était bien. Il revendiquait qu'il n'y ait plus de justice. Il revendiquait qu'il y ait une meilleure gouvernance et une répartition de la richesse. Parce qu'il était convaincu que le Cameroun était suffisamment riche. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a opté pour le fédéralisme. Parce qu'il estimait que c'était encore un partage équitable des fruits de la croissance. Donc, il justifiait ses positions. Et il s'engageait sans crainte. Vous avez vu, avant sa mort, pendant qu'il était déjà faible, qu'il a été kidnappé, mais il n'a pas sourcillé.
il a dit ce qu'il avait à dire. Donc, il n'a pas eu peur face à l'adversité. Alors, le parti au pouvoir avait le loisir, quand il était d'accord, quand ils étaient d'accord avec une de ses positions, mais quand ils n'étaient pas d'accord avec une autre position, il faut analyser quelles sont les positions que le cardinal a eues et que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas été d'accord. Vous allez vous rendre compte que nous allons entrer directement dans la mauvaise gouvernance. Or, quelqu'un qui est un grand pasteur, qui veut la justice et tout, est obligé de dénoncer ce qui ne va pas. Elle veut réagir et puis on va accueillir. Alors, moi, je suis très embêté par ce genre de discours que M. Sambaka nous tient ce soir, parce que ça voudrait dire que Cardinal Toumi avait le monopole de la vérité. C'est inexact. Vous qui êtes théologien du catholicisme, tenir ce genre de discours relève soit de la démagogie, soit de l'ignorance de la réalité humaine. Cardinal Toumi n'avait pas le monopole de la vérité. Il a dit les choses en son temps, avec sa vérité à lui, avec ses engagements, son sacerdoce, et qui ne s'imposait pas comme le sens unique. Entendre Sambaka, c'est comme si c'est lui qui devait être le phare du monde, la lumière du monde. C'est pas exact. Ça, c'est le genre de mauvais témoignage, si ça continue comme ça, qui va nous faire passer à côté du grand événement. Je vous donne un exemple, M. Sambaka. Vous qui êtes catholique, moi, j'en suis pas un. Au moment où le cardinal Toumi, justement, tient ce discours sur la bonne gouvernance, ce que vous appelez la bonne gouvernance, vous savez que deux archevêchés du Cameroun étaient en quasi-faillite. Vous le savez? C'est clair. Bon, c'est clair. Mais ce n'est pas le débat ce soir. Il fallait qu'il balaye dans sa maison. Vous comprenez? Attention à ce que vous vous engagez à aller un peu trop vite en vitesse. S'il vous plaît, je reçois. Mettez un peu de modulation de fréquence. Je vous ai dit qu'il y a un temps pour tout. Et je cite l'Ecclésiaste. Vous comprenez? Christian Toumi était un intellectuel. Et au moment où il fait le grand voyage, il s'en va. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous sommes dans le temps du deuil. Nous le pleurons. Et il va arriver un moment où ces interprétateurs vont participer à des débats pour qu'on restitue un peu quelles étaient les orientations. Vous avez vu, mon ami et jeune frère Eli Smith a eu intérêt à dire que le grand dialogue sur le projet de Christian Toumi baisse alors. Et alors, comme il a eu lieu, donc, il est entré au paradis avec ça. Il faut rester serein dans ce moment, respecter sa mémoire et ne pas lui faire jouer un rôle qui n'était pas le sien. Christian Toumi avait des convictions fortes, avait une affirmation, une indépendance. C'était un homme de liberté, mais parfois, excusez-moi, avec tout le respect que je dois à sa mémoire, il était en décalage avec l'évolution du monde. D'accord. Il voyait le monde par la fenêtre de sa cathédrale. 30 secondes pour dire à Hervé que moi aussi j'ai vécu des choses avec le cardinal Toumi. C'est vrai, dans l'église catholique, ils ne s'entendaient pas. Merci. Comme dans toutes les sociétés. Et je dois vous donner un seul exemple. Je parle de deux personnes qui ne vivent plus. Monseigneur Zoa. À un moment, Monseigneur Zoa était opposé au cardinal Moi, je suis Toumi. personne. N'est-ce pas? Et je me rappelle, Monseigneur, le cardinal Toumi, c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui était le patron de... L'archevêque de... Voilà. Donc, il a tout simplement confié l'éducation à Monseigneur Zoa. Il était président de la conférence épiscopale. Conférence épiscopale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc donné la partie éducation à Monseigneur Zoa. Monseigneur Zoa a failli être fou au ministère de l'éducation, de finances. La partie qu'on devait verser aux écoles catholiques, aux écoles confessionnelles, on a tourné Monseigneur Zoa en bourrique à tel point qu'il a lui-même sorti de sa bouche, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Parce qu'on vous dit, vous venez, ça va passer, le crédit va passer, ça ne passe pas. Alors, il faisait des tours au ministère, il allait de bureau en bureau, on lui racontait des histoires et il a fini par comprendre. Monseigneur Zoa, avant sa mort, a compris que le Cameroun était devenu difficile. D'accord. On va accueillir le quatrième et dernier panéliste, Alex Guépi, à qui je dis spécialement merci parce que c'est pratiquement au pied levé qu'on l'a ce soir. Alex, bonsoir, c'est un retour. Hein.
Merci. Bonsoir. Bonsoir aux millions de personnes qui nous suivent ce jour. Bonsoir aux companistes qui sont là avec nous. Alors, on va tout de suite y aller. Vous, ce que vous retenez de l'homme dans sa dimension plurielle, religieuse, politique et traditionnelle, le cardinal Toumi, c'est par là qu'on a commencé. Que diriez-vous? Je dirais que le cardinal Toumi, c'est un homme de paix. Il faut qu'on le dise, c'est un homme de paix. C'est un homme qui a su mener un combat, une cause juste, dans une société injuste, parce que le cardinal Toumi, en plus d'être une personne qui a voulu transmettre les valeurs de l'Église catholique moderne aux sociétés africaines, camerounaises en particulier, il a aussi dû faire face à une société où il y avait des ancrages traditionnels. Et le cardinal Toumi, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il a su essayer de jouer dans ces deux leviers. C'est-à-dire, il était un homme traditionnaliste également. C'est-à-dire, il luttait pour la préservation de nos cultures, en même temps qu'il voulait aussi qu'on puisse introduire cela. C'est une personne qui est restée ferme dans ses convictions. Il est l'une des personnes qui a tout défendu comme le fédéralisme, malgré que l'État décentralisé ait été promu par le gouvernement en place. Et de ce fait, le cardinal Toumi a toujours eu à essuyer les déboires du régime gouvernant. C'est une personne donc qui a soit été mal compris. Je voudrais dire que le cardinal Toumi a été plutôt à l'avance de son époque. Parce que quand il parlait du fédéralisme, les gens n'osaient pas le dire. Mais aujourd'hui, nous osons parler du fédéralisme. Et il a même été kidnappé. Il faudrait qu'on le dise assez. On les avait passés par des ambazoniens qui estimaient que la position qu'il occupait, qu'il demandait de l'État fédéral n'était pas le leur. Ils voulaient qu'il se prononce à une autre façon. Et il faudrait aussi qu'on rappelle que c'est une perte énorme pour le Cameroun et pour le gouvernement camerounais. Parce que d'un monsieur comme Toumi, feu de Kazan Toumi, il aurait fallu qu'on ait des hommes comme ça afin de pouvoir véritablement dialoguer avec toutes les compositions sociologiques du peuple camerounais. Il aurait été un très bon interlocuteur pour la crise anglophone. Il aurait été un très bon interlocuteur pour discuter avec les anglophones. Ceux-là, cette partie d'autres personnes de ce peuple-là qui auraient pris les armes contre l'État du Cameroun, malheureusement, on n'a jamais voulu l'écouter. Il a été parmi les initiateurs du grand dialogue national. Il a d'ailleurs invité, parmi les initiateurs, il faut bien le préciser. Là, d'ailleurs, même, grâce à lui, puiser de son poids pour que certains acteurs politiques et même de la diaspora puissent venir se retrouver à ce dialogue national-là. Malheureusement, il a été dupé. Il a été dupé parce que, avant sa mort, le cardinal Toumi a clairement reconnu que c'était un échec. Et derrière même, il a même demandé qu'on puisse revoir ce dialogue-là et qu'on puisse également revoir le mode de gouvernance ou celui qui, du moins, incarnait cette gouvernance en parlant, en l'occurrence, du président Paul Biya. On se rappelle de cet acte donné à un média où il disait peut-être que la démission de Paul Biya serait une bonne chose pour le Cameroun. Il l'a clairement dit. Donc, c'est une personne qui laisse un héritage. Et il fallait qu'on se le dise. Nous, à MRC, déjà, nous avons dans notre programme... vous y êtes revenu. Nous avons, dans notre programme politique, demandé qu'il y ait une coupole de souvenirs, une sorte de maison, de grande arène, qui devrait commémorer nos héros nationaux, dont le cardinal Toumi devrait faire partie. C'est une personne qu'on doit le dire, on doit préserver son enseignement, on doit préserver cette bibliothèque qu'il a eu à l'esprit camerounais. Un homme incompris, d'aucuns estiment d'ailleurs qu'il était un opposant au régime. Non, le cardinal Toumi est une personne qui est à l'avant de son époque. D'accord. Parce que quand il parle du fédéralisme, ce moment le Cameroun commence déjà à être contre le fédéralisme, mais il n'a pas dit ça. Et aujourd'hui, on donne raison. Si vous me permettez, monsieur... Oui, allez-y. Il faudrait qu'on se le dise. On a incompris quand on mène des combats nobles, quand on est dans un système dictatorial et qu'on lutte pour la cause des opprimés. Le cardinal Toumi a toujours lutté pour la cause des opprimés. Il a toujours lutté pour la cause des plus faibles. Donc, pour un régime qui veut se maintenir coûte que coûte au pouvoir, il ne peut qu'être un adversaire. Ils ont d'ailleurs tartissé tous les noms. Ils ont dit que c'était un opposant. Ils ont même dit à un moment que c'était un ambazonien. Ils ont dit cela. Ils ont tout dit de lui. D'accord. Mais il est resté inflexible. Droit dans ses bottes. Et c'est une personne que les générations futures doivent rendre hommage. Hervé Emmanuel, comme vous s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on fasse un débat constructif en mémoire du cardinal Toumi, éviter un peu les sauts téméraires, les gens que je viens d'entendre là. D'abord, j'ai un problème, je ne sais pas si vous ne maîtrisez pas la langue française.
Non, Hervé. Non, je pose une question parce qu'il a dit quelque chose qui me paraît, il faut régler ça. C'est pour ça que j'ai demandé la parole. Quand vous dites qu'il était en avance parce qu'il parlait de fédéralisme, M. Ngripi, peut-être que vous n'êtes que né ce matin. Le Cameroun était un État fédéral avant. Mais enfin, c'est la langue française que vous parlez. Il parlait plutôt du retour au fédéralisme. Et quand on parle de l'avant-garde, c'est de dire quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, qu'on se projette. Et deuxièmement, ce soir, moi, je voulais honorer la mémoire du cardinal Toumi en tant que grand Camerounais qui a apporté sa contribution dans l'histoire et prélat dans le christianisme. Si vous voulez le ramener dans vos cuisines politiques pour justifier les immobilismes, les postures politiques, nous allons dénaturer sa mémoire. Et je pense que c'est trop tôt d'entrer dans ce genre de débat. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle parasiter un événement. Et nous sommes dans le débat politique. Alors, on va y aller alors. Oui, sans gants. L'émission, elle est politique. Ah, c'est bien. C'est vrai je voulais ton autorisation. Non. On va y aller sans gants. L'émission, elle est politique. C'est vrai qu'on parle, et on le dit assez souvent, c'est un homme pluridimensionnel, mais on ne peut pas ne pas s'attarder sur l'impact, l'aspect politique du cardinal. Bon, donc c'est un peu l'un des enjeux principaux. Et puis à la limite, je veux dire que sur le plan religieux, a priori parmi les catholiques qui font l'unanimité, que peut-on en dire de plus? Je dis parmi les catholiques. C'est pas sûr. Moi je ne suis pas catholique. D'accord. Alors, je voudrais, parce que Hervé, tout à l'heure a évoqué les questions de gouvernance. Ah, bien sûr. J'ai eu la chance de vivre un certain nombre de fêtes, autant au sein de l'église particulière qui est à Douala, comme de l'église sur le plan national. Et il est clair que dans le discours d'une figure comme celle du cardinal Toumi, l'approche et le discours de gouvernance ne s'adressent pas qu'à ceux qui gouvernent, même à ceux qui sont à l'intérieur de l'église. Et je peux vous assurer qu'à l'intérieur du diocèse de Douala, quand il est arrivé, c'était un de ses combats principaux. C'est-à-dire que parmi ses atouts, il a implémenté des exigences au niveau de la gouvernance des biens matériels, avec à la fois les conseils qui étaient des conseils constitués de laïcs, imprégnés de la chose de l'Église, avec le clergé davantage formé pour réussir à donner une image saine et peut-être devenir des modèles, pas des saints. Il est loin d'être considéré comme un saint sur son passage sur terre, ce n'est pas à nous de le décider, mais il a donné des signaux. Dans ce qu'il a fait sur le plan de la gouvernance, je tenais à rappeler qu'il ne s'adressait pas qu'aux fidèles catholiques, aux gouvernants, même les fidèles. Il demandait d'ailleurs à ses fidèles d'être des modèles dans l'environnement qui est le leur, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez médecin, donnez l'exemple, parce que ce que vous revendiquez aux autres, à ceux qui vous gouvernent, vous pouvez en donner par l'application au quotidien. Ça, c'est la première des choses. Et puis, oui, les contestations, vous savez, c'est souvent houleux au sein de la conférence épiscopale nationale. Ça a toujours été comme ça. Donc, les questions liées à la contestation, quand il est arrivé à Douala, ou même au sein de l'Église, d'ailleurs, c'est au sorti de ce type de point de vue divergent que la conférence épiscopale arrive souvent à trouver un point d'expression qui va dans l'intérêt commun. Mais à la base, je peux vous rassurer qu'il y a des joutes, il y a des obédiences par rapport aux réalités culturelles des zones pastorales. Et c'est en cela souvent que les évêques ont besoin de se retrouver pour arriver à trouver des consensus, si on peut appeler comme ça, mais surtout à base de leurs convictions religieuses. Maintenant, il faut, moi je voudrais terminer sur les 3 dimensions que je peux donner au cardinal. Le pasteur, le citoyen, je le disais tout à l'heure, et l'intellectuel. On oublie très souvent que le cardinal Toumi avant était un docteur en philosophie. Ouais. C'est un philosophe. Donc il y a une grosse dimension rationnelle dans l'approche de l'homme. Et en tant qu'intellectuel, il a souvent eu des postures qu'on a souhaité voir dans le milieu intellectuel. Vous savez, il y a souvent des discours dans notre environnement qui disent qu'on a beaucoup d'intellectuels qui ne servent pas à l'intérêt commun. Ils sont intellectuels pour le titre qu'ils ont acquis, soit en tant qu'universitaires, soit en tant que haute fonction, mais qui ne s'intéressent pas à la chose publique. Et le cardinal, en tant qu'intellectuel, départi de ses casquettes,
brûlait d'envie de dire quelque chose sur la société. Il se faisait un devoir de ne pas rater l'occasion de présenter une image de la société qu'il souhaite. C'est aussi un écrivain. D'ailleurs, ses productions littéraires peuvent nous ramener sur un parcours d'une figure qui, depuis même qu'il était simplement prêtre, avait déjà commencé à faire des revendications, même au sein de l'Église. Quand il était encore prêtre, le cardinal commençait déjà à revendiquer des choses où son évêque voyait en lui un contestataire. Et dans cette posture, le cardinal, quand il est arrivé justement dans la partie septentrionale, il s'est même insurgé contre des taxes qui étaient réclamées au niveau du Lamia par rapport au fait que ces taxes semblaient être injustes. Donc on a dans le cheminement de cette figure un combat perpétuel contre ce qu'il considérait comme étant des injustices. Maintenant, dans les positions du cardinal, il est clair qu'il y a parfois des défis qui ont été profondément ancrés dans ses origines culturelles et qui, quelquefois, pouvaient être en déphasage avec un certain nombre de réalités à l'échelle nationale. D'accord. Mais même s'il le faisait, il y avait de la bonne foi dans ses actes. C'était peut-être des convictions innées, mais qui étaient des convictions de bonne foi. D'accord. Et si on s'attardait un peu à l'implication, les actions du cardinal dans l'actualité la plus forte, la crise anglophone, si on s'attardait là-dessus, je veux dire que le cardinal a failli donner de sa personne. On sait qu'il a été obligé de suivre, d'aucuns disent kidnappé, hein. D'autres refutent cette version, obligé de suivre par force les hommes armés et civils qui ont pris des armes contre l'armée nationale, les Ambazoniens, dans cette localité. On sait qu'il a participé au grand dialogue national. Et d'aucuns, d'ailleurs, ceux qui se réclament comme étant les leaders de cette crise, ont estimé que le cardinal leur a pratiquement tourné le dos et il joue la partition du pouvoir parce qu'il appelait au dépôt des armes, il demandait aux partis de déposer les armes, il demandait à ces jeunes de revenir dans la République et d'arrêter de parler de la sécession. Sambaka, de ce point de vue, que peut-on retenir véritablement du combat de Christian Cardinal Toumi? Oui, comme je disais tout à l'heure, c'était un combat juste. Juste, vous-même, vous venez de le dire. Il demandait de déposer les armes. N'est-ce pas? Bon, alors là, je n'ai pas entendu les turiféraires dire que non, il ne faut pas déposer les armes. Il faut déposer les armes. Il avait une approche consensuelle. Or, quand on a une approche consensuelle, il est difficile d'avoir en face de soi quelqu'un qui ne connaît pas le consensus, mais qui connaît la force de la loi, qui connaît la force du pouvoir. C'est très difficile ce genre de relation. Le cardinal Toumi voulait absolument réconcilier le Cameroun. Je vous ai dit que lui-même, son propre choix, et c'est là où je suis d'accord, très d'accord avec Ndobo, parce que ce philosophe-là avait bien compris qu'il faut bâtir une société. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'après la colonisation, le Cameroun a eu? Il a eu des héritages anglophones, francophones. Donc les gens s'accrochent sur ça, à l'ENAM et tout ça là, pour continuer à diriger. Mais où est le Cameroun dans tout ça? C'est l'une des raisons pour lesquelles la politique au Cameroun a échoué. Elle a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu des acteurs comme les philosophes, il n'y a pas eu des acteurs comme les historiens, les anthropologues, pour essayer de voir d'où nous venons et où est-ce que nous voulons aller, quel est le Cameroun que nous voulons bâtir. Donc le cardinal Toumi était dans le nouveau Cameroun, le Cameroun à bâtir. Un bon philosophe, il savait très bien que nous devons avoir notre propre identité. Titre d'un de ses ouvrages d'ailleurs. Voilà. Ma foi, le Cameroun à remettre à neuf. Voilà. Donc en réalité, il était comme un guide, il était en train de nous orienter en nous disant, vous vous battez pourquoi? Vous vous battez parce que vous êtes anglophone? Vous vous battez parce que vous êtes francophone? Mais vous êtes camerounais. Mais seulement, le politique a tout confisqué au Cameroun et tout cadenassé. C'est pour cette raison que tous ces hommes de science qui devaient nous aider à bâtir un nouveau Cameroun sont mis de côté.
les ethnologues, les anthropologues, les philosophes, les sociologues. Mais nous avons besoin d'avoir une identité. Comment nous allons faire? Donc je crois que c'est sur ce chemin que moi j'ai été tout à fait d'accord avec le cardinal. Et depuis, c'est mon discours. Je dis il faut bâtir un nouveau Cameroun. Il faut un nouveau contrat social dans ce pays parce que les emprunts, ce n'est pas nous. Les francophones veulent absolument imposer la francophonie. Les anglophones veulent absolument imposer. Ce n'est pas nous. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est la raison principale pour laquelle je dis cet héritage, c'est un héritage qu'on doit prendre au sérieux parce que nous sommes dans un cul-de-sac. Nous sommes dans un cul-de-sac à vouloir être des conservateurs. On conserve quoi? Qu'est-ce qui nous appartient? Il y a même des Africains aujourd'hui qui sont étonnés que la civilisation a commencé en Afrique. Donc, toutes ces choses-là, il faut ramener ça sur la table pour remettre en condition les Africains et notamment les Camerounais pour qu'ils sachent que nous sommes en train d'aller vers le chemin de l'enfer et on a laissé le paradis derrière nous. Il faut qu'on revienne, à la raison et qu'on puisse analyser la situation et voir qu'est-ce que nous voulons faire du Cameroun. Je crois que c'est la première chose. Maintenant, les politiques pourront exposer leurs idées et, n'est-ce pas, leur programme pour atteindre ces objectifs. Mais si notre objectif, c'est seulement de prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir, ou alors de conserver le pouvoir pour conserver le pouvoir, mettant de côté le bonheur, le droit au bonheur des Camerounais, ça pose un problème. Alex Nguépi, sur son implication dans la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, je réitère, le cardinal Toumi a été en avance par rapport à son époque. C'est vrai que le Cameroun est un pays, a été un État fédéral, mais juste en 1971-72, quand le Cameroun devient un État décentralisé, il a continué à promouvoir le fédéralisme, chose qui était impensable, parce que la pensée unique de l'époque aurait voulu que nous restons, qu'on ne prône que l'État unité décentralisé, revenir, parler du fédéralisme, alors, et qu'aujourd'hui, nous sommes tous, ou la majorité, en train de parler du fédéralisme. C'est être un visionnaire, c'est un visionnaire. Et c'est un homme, c'est une autorité religieuse. Et là, on va donc dire que l'autorité religieuse qu'il était incarnait, c'était une morale. Hein. En droit, la morale, c'est quelque chose qui est important lorsque on veut rendre ses décisions, lorsque un magistrat rend ses décisions, il est important qu'il puisse juger selon les lois et sa conscience. Et pour qu'il puisse juger selon les lois et sa conscience, c'est important qu'il puisse avoir une certaine morale, qu'il puisse défendre une certaine éthique. Et les hommes comme Kazan Toumi sont de ceux-là qui avaient cette éthique-là. Ce sont des personnes qui n'ont pas fléchi, ils n'ont jamais, en aucun moment, été pour la partition du Cameroun. Et c'est pour ça qu'il a été mal compris, d'abord, par les ambassoniens qui ont pensé que le fait qu'ils demandaient, qu'ils se mettaient avec les autres leaders d'opinion et formations politiques, toutes confondues, société civile, qu'ils demandaient qu'on puisse organiser des œuvres nationales. Alors cela voudrait donc dire, peut-être, qu'il y avait un penchant pour eux. Quand ils se sont rendus compte que non, il a prôné la République, mais en forme d'État fédéral, ils l'ont vomi, ils l'ont kidnappé. Et le régime aussi, qui pensait que le fait qu'il demande des œuvres nationales serait peut-être pour lui une façon de demander qu'on revienne à l'État unité décentralisé, qu'il défende, mais il est resté serré en ses bottes. Donc, c'est un héritage que nous devons conserver, que nous devons respecter, que nous devons donner aux générations futures. Je comprends très bien que le cardinal Toumi a fait énormément de mal au régime gouvernant, parce que être franc, dire des vérités, comme il l'a fait au Cameroun, c'est pas possible. Je tiens à rappeler que plusieurs hommes d'église ont été assassinés. Les enquêtes piétinent. On n'a jamais pu retrouver leur corps. Mais cependant, s'il a eu cette grâce-là jusqu'à 91 ans, malgré tout ce contexte-là, c'est parce qu'il a su imposer sa voix. Et je ne voudrais pas qu'on reste là à tergiverser son héritage. Le cardinal Toumi nous laisse un héritage. Et notre rôle, notre devoir en tant que politicien, c'est de protéger cet héritage-là, c'est de le transmettre aux générations futures.
À un moment donné de cette crise, le cardinal a proposé une initiative. On vient d'écouter tout à l'heure Elie Smith, qui est au cœur de cette initiative. Un peu avant, il y avait, aux côtés du cardinal, des personnalités comme le docteur Samuel Monzo, qui travaille également dans le cadre de ce qu'on appelle désormais aujourd'hui la All Anglophone General Conference. Le cardinal avait souhaité réunir l'essentiel des acteurs de cette crise, mais au-delà de l'élite anglophone, à Boyard notamment, pour un dialogue sincère, disait-il, hein, un dialogue sincère entre les acteurs pour trouver une solution de sortie de crise. Mais très vite, le gouvernement s'est opposé à cette initiative. On a pu voir le gouverneur de la région du Sud-Ouest repousser... le maire surtout. L'ancien maire, voilà, de regretter mémoire, Patrick Ekema. On a vu d'ailleurs la communication du RDPC également qui s'est investi contre cette idée-là. De ce point de vue, et d'ailleurs, un autre fait marquant, à un moment donné, on a eu le sentiment que vous traitiez d'ailleurs le cardinal comme étant de ceux qui étaient parmi, ou alors encourager les ambazoniens. Est-ce que de ce point de vue, dans la solution de sortie de crise, je dis avec du recul, on ne se dit pas, on aurait pu, on aurait dû, ça aurait été une initiative de plus qui aurait pu contribuer? Bon, très bien, vous posez une question et vous donnez une explication. Moi, je vais vous donner mon point de vue. D'accord. Et je ne vais pas partir des RDPC frustrés ou qui mettent leur drapeau dans leur poche pour dire... D'abord, je voudrais rectifier ce que M. Répi a dit. Le cardinal Toumi n'a pas fait de mal au RDPC. Nous n'avons pas partagé cette position du cardinal Toumi. Et nous sommes dans la vie publique. Vous pouvez être un milice catholique. Je ne suis pas obligé de vous suivre dans votre sacerdoce, c'est votre liberté. Nous sommes dans un État laïque. Nous sommes dans une république laïque. Nous ne sommes pas dans vos paroisses. Et quand vous rentrez dans la République a un fonctionnement qui peut parfois être périphérique à vos préoccupations paroissiales. Mais respecter cela, c'est ça la laïcité. Le cardinal Toumi s'est exprimé sur tout, et même sur ce que vous voulez lui faire dire qu'il n'a pas dit. Mais sur des questions qui touchaient à la vie nationale, il a eu parfois, oui, des divergences avec le point de vue du RDPC. Et ça n'enlève en rien la considération, le respect qu'on a pour l'homme, sa mémoire et son œuvre. C'est ça. Vous faites œuvre de démagogie, de populisme, en voulant croire que tout ce qu'il dit était la vérité. Moi, je vous dis, dans ma position, que je suis ici, Hervé Emmanuel, comme presbytérien, que sur plusieurs points, je ne partageais pas le point de vue du cardinal Toumi. Et je le lui ai dit, il ne m'a pas blâmé, il a respecté cela. Je vous donne un exemple. Vous citez que des banalités de faits divers. Le cardinal Toumi, vous qui le proclamez professeur de philosophie du monde entier, il ne s'est pas exprimé, par exemple, sur la question de l'avortement, qui est au centre du débat à l'Église. Il ne s'est pas exprimé sur le mariage des prêtres, qui était une préoccupation. S'il vous plaît, monsieur Ndabo, quand vous parlez, je vous écoute. Allez-y. Ce que vous dites, c'est votre vérité. Mais moi, je... Allez-y. Il ne s'est pas exprimé. Ou quand il s'est exprimé sur des questions telles que l'avortement. Nous sommes dans un État laïque. Nous étions en désaccord avec lui. Faites un référendum chez les femmes, chez les jeunes femmes, surtout nous qui sommes des parents d'enfants, de jeunes filles. Et vous verrez très bien, c'est une question essentielle dans la vie publique. Donc, le cardinal Toumi a abordé les questions de notre temps, des interrogations de notre République, avec sa vérité et ses préoccupations. Certains ont été contestables et seront toujours contestés. Moi, je ne suis pas fédéraliste. Je pense que ce serait un recul institutionnel et que nous pouvons bâtir, dans le cadre d'un État décentralisé, une gouvernance qui rend les Camerounais plus heureux. C'est un point de vue que moi, j'ai le courage de continuer à soutenir, malgré le fait que vous proclamez ça comme une vérité d'évangile. Ce n'est pas une vérité d'évangile. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, Christian Cardinal Toumi, c'est comme ça que je l'appelais. Hein? Et il me faisait l'honneur de me faire partager des moments où je m'exprimais librement. Il a eu des positions... C'est la bonne appellation, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on dit, mais bon. Le Saint-Siège, c'est la bonne appellation. Bon. Donc, il a eu des moments
des positions de caractère politique et qui sont contestables en République par d'autres gens qui pensent autre. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le fait que M. Nguepi soit parfois aux antipodes et de sa culture et même de ses engagements politiques, qu'il soit mon ennemi personnel. Non. Il a le droit d'avoir des positions qui ne sont pas les miennes, mais ce que je ne lui reconnais pas, c'est quand il viole quelque chose qui relève d'une disposition d'ordre public, c'est-à-dire la loi républicaine dans le rapport qu'on a. Vous avez vu, une fois le cardinal est sorti de la cathédrale, enfin on a voulu le faire sortir, pour l'amener au rond-point 4e, tu étais déjà à Douala, je crois. Oui. J'ai crié à la catastrophe. Je ne vais pas parler de ma vie personnelle, j'ai même ma famille qui était très liée à lui, qui était son fils d'ailleurs, hein, et qui est un éminent dirigeant de votre église. Je l'ai appelé pour lui dire, s'il te plaît, surtout que le cardinal n'arrive pas dans la rue. Parce que son autorité, même si ça peut nous déranger, reste entière quand il parle à la cathédrale. Et il s'adresse à nous, il n'a pas besoin de sortir. Et donc vous voyez, il y a tout ce mélange. Donc aujourd'hui, parti comme il est parti, certains s'empressent à faire la captation d'héritage. Et je suis heureux que Christian, même s'il a voulu broder, ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, il n'est pas dit les barrières que le cardinal Christian Toumi, le cardinal de son éminence Christian, rencontrait à l'église. Si j'avais le temps, j'allais vous raconter comment il a fait construire le siège actuel du PMUC et les problèmes qu'il a eu même avec un de vos patriarches dans votre métier, qui s'appelle Pius Nijaoué. Tu connais ce problème, Christian? Oui. Qui était un problème. C'était un homme qui parfois était éclairé. Et un jour, je conversais avec lui, il me dit, toi qui es banquier, comment faire pour que les moyens que l'Église peut avoir pour son évangélisation se développent plutôt que de disparaître, parce que ça va affaiblir l'œuvre de l'Église. Et j'ai participé à des manifestations qu'il organisait sans te demander si tu es catholique ou pas, pour aider à la construction et du collège Notre-Dame des Nations, qui est à Yassa, et des hôpitaux. Il était parfois ouvert, mais sur certaines questions, c'était le chef des conservateurs. C'est-à-dire que quand vous prenez le classement à l'intérieur de l'Église, Christian, son éminence, Christian Cardinal Toumi, n'était pas chez les libéraux. D'accord, on reçoit la question, un mot et puis un mot pour sortir. J'ai rien dit sur son rapport par rapport à la crise, et puis oui, Hervé a dit des choses allons-y, par rapport à la crise, éclairer. Deux autres, voilà. Alors, vous en avez déjà dit, oui, c'est Sambaka qui n'a... Alors, il y a rapidement quelque chose qu'il faut dire. On n'est pas là pour canoniser le cardinal. Ce n'est pas notre rôle. Et d'ailleurs, ses actes et les actions qu'il a posées plaident pour lui. Par contre, il faut quand même dire que le cardinal est un pasteur. Et l'Église catholique, notamment romaine, a quand même un fonctionnement avec son droit canonique, les prescriptions du magistère, les positions de l'Église. Le cardinal ne peut pas aller contre les positions de l'Église. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'au sein de la curie romaine, dans les conseils, dans les congrégations, les débats sont houleux. Mais la position de l'Église, quand elle est définie par le magistère, les prélats et autres la suivent. Absolument. Maintenant, dire du cardinal, a payé un prix du cardinal qu'il ne s'est pas prononcé sur un certain nombre de sujets, c'est peut-être ne pas connaître l'homme. On l'a vu en 2009 marcher contre certaines orientations du protocole de Maputo. Et on sait très bien que dans ces orientations, il y avait un certain nombre de sujets liés à la vie humaine, aux avortements. Et autres. Le cardinal a marché et on a remis les signatures aux représentants du gouverneur ici à Douala. Et donc, le cardinal a pris un certain nombre de positions, mais toujours en respectant les orientations du magistère. Et il était justement dans son rôle. Les positions publiques du cardinal, en tant que citoyen camerounais, il les a exprimées sur la place publique, avec bien évidemment les contradictions qu'on a connues. Mais sur le plan du magistère, conservateur, peut-être parce que faisant partie d'un certain nombre de structures de la curie romaine, il est d'abord l'exemple de ce que la curie romaine donne. Mais ça n'exclut pas le débat en interne. Maintenant, parlons de la résolution de la crise anglophone. J'ai eu un peu la chance, aux côtés d'Élie, Simon Mouzou, parfois de voir un certain nombre d'éléments de prémices de la volonté du cardinal d'aller vers la All Anglophone Conference. Je parlerai de ça. General Conference. Ce que je peux dire,
j'ai le droit de me tromper, je suis presque convaincu que s'il y a une des choses concernant cette crise anglophone que le cardinal aurait souhaité voir se réaliser, c'est cette rencontre. Mais vous savez, je parlais tout à l'heure du citoyen. Dans beaucoup de cas, même ayant indexé les positions de l'ordre gouvernant, même étant en contradiction avec un certain nombre d'acteurs politiques, lorsque cela lui a été imposé, il s'est plié à la volonté légale de la République. Vous voyez? Ouais. Il a toujours dit, même si la loi est mauvaise, tant qu'elle n'est pas changée, nous avons l'obligation de l'appliquer. La preuve, il appelait de tous ses voeux une anglophone General Conference avant le grand dialogue, mais le grand dialogue s'est tenu et il y est allé, il a participé, mais ça ne l'a pas empêché au sortir du grand dialogue de dire je peux avoir des inquiétudes sur l'implémentation de telle ou telle orientation. Mais lorsqu'on l'a sollicité comme personne ressource pour le suivi des implémentations, des orientations du grand dialogue, il n'a pas décliné l'offre. On l'a vu aller à Bamenda, on l'a vu aller dans le sud-ouest en tant que messager pour expliquer les points qui semblaient confus dans la perception des populations au sortir du grand dialogue. Il y était. Et lorsqu'il a été kidnappé, je peux vous dire que cette journée a été quand même assez difficile pour son âge. Oui, elle était difficile. Mais regardez le courage qu'il a eu d'affirmer à ces gars armés que I'm a Cameroonian. You people cannot win this stupid war. Il leur a dit, c'est pas moi qui le dis, mais en fait, il demandait qu'on ait un arrêt de violence. Parce qu'il y a eu le problème qui se posait de savoir, mais comment peut-on demander à l'armée de déposer les armes avec des personnes qui n'ont pas le droit de la force légale? Et le cardinal s'est exprimé. Je demande à ces garçons, activistes et extrémistes combattants, de déposer les armes et je demande simplement qu'on ramène les militaires dans la caserne. En fait, son objectif semblait une position médiane qui ne trouvait toujours pas des partisans dans les deux bords. Parce que, rappelez-vous, les deux bords ont des personnalités radicales, ce qu'on appelle des faucons. Et le cardinal s'est donc malheureusement retrouvé... Les noms, c'est... Je préfère ne pas avoir... Christian, vas-y, tu es un journaliste, maintenant, ta bouche, il faut quand même que tu sois sérieux. Il faut... On peut rester sur les faits les faucons, et ne pas indexer les personnes. Ah, d'accord. Les faits peuvent nous éclairer et ça va nous permettre peut-être de débattre et de combattre les problèmes. On va en sortir du débat. Et donc la position médiane, pour terminer, Dipita, la position médiane du cardinal, malheureusement, ne lui a pas toujours servi. Parce que le temps d'expliquer, de se faire comprendre, parce que plusieurs personnes dans les couloirs du gouvernement, effectivement, ont pensé que le cardinal roulait pour la séparation de ce pays. Au début de cette crise. Mais il a fallu du temps, un certain nombre d'actions, ses positions, pour qu'on comprenne qu'il avait peut-être son idée fédéraliste qui était comme une obsession, mais qu'en réalité... Il a se mettre de l'eau dans son vin. Oui. Monsieur Ndobobou, qui vous proclamez théologien, je le respecte. Vous savez qu'il y a une règle en théologie. Si vous êtes mal compris, c'est que vous ne vous exprimez pas bien. On peut aussi avoir on peut avoir des protagonistes en face qui sont aussi ancrés dans des positions indélébiles. D'accord. Voilà. Sambaka, sur les positions du cardinal dans la résolution de la crise et notamment l'initiative la All Anglophone. Moi, je me retrouve parfaitement là-dedans parce que moi-même, je suis un homme du centre. Je suis un homme du centre, je ne suis pas un homme des extrêmes, je dirais même que je suis du centre-centre, avec parfois des flexibilités à gauche et à droite, suivant l'intérêt des populations. Donc, là-dessus, je suis d'accord avec le cardinal Toumi. Il n'est pas compris parce qu'il y a des extrémistes. Quand on a des extrémistes à gauche et à droite, le travail du centre n'est pas du tout facile. Mais c'est celui-là qui paye parce que, arrivé au niveau du centre, il y a de fortes chances qu'on tombe sur un consensus. Mais il faut cette volonté. Et la volonté doit être de part et d'autre. S'il n'y a pas de volonté, vous pouvez être sûr que c'est le statu quo. Maintenant, le problème fédéraliste, moi je le comprends parfaitement parce que c'est un problème qui amène, n'est-ce pas, à avoir les populations qui sont partie prenante dans la gestion de leurs États. Et je dois rappeler ici que quand nous étions en 91 à la tripartite, vraiment, le problème, c'était le fédéralisme des régions. Mais malheureusement,
après cette réunion, le parti au pouvoir a renvoyé le consensus qu'on avait trouvé sur la décentralisation. Parce que cette décentralisation n'avait rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. Donc ils ont pris 20 poussières d'années pour déconstruire tout ce qui avait été bâti en 1991 et maintenant présenter ça aux populations. Alors moi je pose la question de savoir, population du Cameroun, vous avez vos conseils régionaux, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Quel est leur programme? Et surtout, quelque chose de choquant. On met en place un conseil régional, on voit des gouverneurs habillés en blanc dans la pure tradition de la colonisation. Alors on va bâtir notre Cameroun quand? Le Cameroun de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc le fédéralisme était le choix du cardinal, celui qui permettait que la gestion locale se fasse, qui est même une sorte de simulation qui puisse permettre au pays de se développer rapidement. C'est aussi le choix du partage du fruit de la croissance. D'accord. Alex, et puis on reçoit Hervé. Finalement, le deuxième thème ne va pas nous faire plus de 30 minutes, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, il faut dire, l'héritage du cardinal est incontestable. On ne peut pas discuter par rapport à son héritage. Il faut qu'on rappelle, à cette mémoire, la All Anglophone Conference de Buea de 92 et celle de 93, qui avait réuni plus de 5000 personnes. Déjà, comme le président Sama Kamene le dit, l'idée du fédéralisme était ce que les enfants voulaient. Le cardinal a su continuer dans cette posture. Lorsqu'on demande le Grand Assemblée national, les partis d'opposition en particulier, en général, et le cardinal aussi qui a fait partie de cela, le cardinal a mis de l'eau dans le moulin parce que le cardinal a demandé qu'il fallait qu'il y ait des concertations. Il a d'abord demandé qu'il y ait une all-anglophone conférence. C'est-à-dire qu'il fallait que les anglophones s'asseyent, discutent et trouvent des points communs avant cela. Et c'était même justement ce que les partis politiques d'opposition demandaient. C'est-à-dire qu'ils ne demandaient pas qu'on aille directement à la all-anglophone conférence, mais il y avait des préalables, il y avait des process qui devaient être initiés. Malheureusement, ce qui a dérangé le gouvernement camerounais, parce que ces postures-là étaient effectivement les postures d'opposition. C'était partagé par l'ensemble des acteurs politiques de l'opposition camerounaise et dont le cardinal ressortait comme être une personne qui pouvait porter cela. Alors, ils ont couscuté, ils ont organisé leur international. Ils ont invité le cardinal de manière de facette. Ils l'ont associé parce qu'ils ont pris son nom. Nous ne pouvons pas avoir cet acteur politique. Ils ont invité le cardinal Saint-Thomy à ce grand international pour colorer. Et il s'est plaint des résultats. Il ne faut pas qu'on se le cache. Il s'est plaint des résultats de ce grand international. Et c'est pour ça que je dis, il a fait énormément de tort au régime. Pourquoi le régime a du mal à le béatifier? Ou le mal s'il devient saint? Est-ce mauvais? Non, mais est-ce que c'est je prends un exemple. Puisqu'on me fait comprendre qu'on ne doit pas le saint. Non, mais où est le mal s'il devient saint? Ou le mal si c'est un prélat camerounais devient des saints? Le cardinal Toumi a laissé un héritage. Il a laissé un héritage. Nous ne devons pas tomber dans des positions politiques comme le RDPC veut le faire parce que le cardinal Toumi a toujours été incompris par eux, parce qu'il a toujours dit des choses sur leur malgouvernance. Il a toujours été aux côtés des populations opprimées, des faibles, chose que eux, au RDPC, donc, en tant que Camerounais, c'est une bibliothèque qui est partie. Je dis et je réitère, nous devons tout faire pour la conserver, que de tenter de le brûler. Cette bibliothèque-là, comme tente de faire, comme ce plateau, il n'essaye pas des mots à peine voilés. Mais cette bibliothèque doit rester et doit perdurer pour nos générations, pour les générations présentes et futures. Nous devons la conserver coûte que coûte. Hervé, le dernier mot sur ce premier thème. Votre réputation vous précède, c'est pour ça que je vous vois avec moins d'étonnement que vous l'aurez deviné. Vous ne comprenez pas la langue que je parle. Et nous ne sommes pas dans le même monde. C'est normal. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes mon compatriote. Je suis en train de vous dire que le RDPC n'a subi aucun dégât de la participation de Cardinal Toumi dans le débat national. Mais il se trouve que sur plusieurs questions, nous n'avons pas la même position et c'est naturel. Et je ne suis pas sûr que si le cardinal se levait, il vous autoriserait à prendre un discours d'une telle posture, parce que vous ne parlez pas de l'homme que moi j'ai connu. Deuxième chose, moi je ne suis pas catholique.
l'Église catholique a des procédures pour la canonisation de ses saints. Suivez ces procédures. Ne venez pas faire œuvre de démagogie ici qui ne nous sert à rien. Je voudrais vous dire aussi une autre chose, monsieur. Si je devais prendre la place du député Tongo et vous poser la question, que vous parlez de penser de 10 millions de nordistes, leur marche, leur association, certains d'entre vous auraient des démangeaisons qui n'exprimeraient pas. Le rapport Parce que la République est une et indivisible et le rapport est celui-ci. Vous ne pouvez pas continuer à organiser des regroupements sur la base simplement même de la langue. Parce qu'anglophone, c'est seulement la langue. Mais on va finalement arriver à une république que vous allez mettre en salami et vous allez organiser conférence générale des Bassa, conférence générale des Écans, des Bétis et tout ça. Et après, vous êtes surpris d'avoir des productions, des résultats comme Alex Mrepi qui est un tribaliste notoire. Non, je le dis et je l'assume. Je vais maintenant vous répondre. Je l'assume. D'accord. Et s'il veut, on va sur ce terrain. Donc je dis et je vous dis, nous autres, majoritairement, nous ne pensons pas que aller vers le fédéralisme soit un progrès, ce serait un recul. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour rendre cette décentralisation vertueuse. Et je suis surpris du double langage de Sambaka, qui est un de ceux qui se battent pour la décentralisation et qui aujourd'hui a l'air de faire de rétropédalage en nous disant que non, et il faut plutôt le fédéralisme. Je vais vous dire télégraphiquement pourquoi je pense que le fédéralisme serait un recul institutionnel. D'abord, c'est un coût que personne n'est prêt à assumer. Moi, j'ai vécu sous la République fédérale avec 3 gouvernements. Le gouvernement oriental, le gouvernement occidental, le gouvernement central. Tu le sais, 3 assemblées. 3, ça a un coût que je ne suis pas sûr que tout le monde évalue. Deuxièmement, je ne vois pas en quoi le fédéralisme serait sur le plan managérial optimum plus que la décentralisation. Mais, quand je l'ai dit à Alex Mrepi, qu'on pense à mon jeune compatriote, je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas de bonnes choses à faire. Non. Tu sais très bien, eux ne le savent pas. Eux ne le savent pas. Tu m'envoies tous les jours tes publications et tes points de vue. Donc quand je parle de ce que tu me dis à travers tes posts. Donc aujourd'hui, la décentralisation sincère, vertueuse, aller jusqu'au bout, nous permettra d'améliorer la gouvernance de proximité et nous n'avons pas besoin de revenir sur le fédéralisme. Maintenant, organiser ce débat, monsieur député, moi j'ai plaisir à venir vous rencontrer, organiser ce débat quand vous voulez, nous viendrons. Quand je l'ai dit, je dis aussi à mes amis, il ne faut rien faire pour faire obstacle au succès de la décentralisation. Parce que là, je pense que le cardinal Toumi serait heureux de savoir que par la décentralisation, le pays s'est réconcilié et que le sentiment d'exclusion de certains de nos compatriotes qui est parfois à comprendre ne peut plus se... Voilà. Je suis content qu'Hervé parle comme ça. Malheureusement, c'est comme ça que je pense. Malheureusement, on n'en est pas là. Tu as quel âge, Alex? Arrête. Hervé, je voudrais quand même vous dire que je censure l'épithète tribaliste avec fermeté. Qui est Alex? Oui. Non. On en parlera, il sait pourquoi je le dis. Oui, mais peut-être en off. Je ne sais pas. Mais je ne le... Tu sais pas? Je ne le valide pas. Je te dis off. Je ne le valide pas, il faut que ce soit... Je le dis publiquement ici. Non, Hervé, pas sur ce plateau. Vous êtes... Une fois que c'est dit, on va prendre la transition et puis en quelques mois, on va passer au thème suivant. Monsieur Hervé fait son sang-froid. La transition d'abord. Ngando, le champion Ganou Dieu Messi, pour lequel Jean de Dieu Momo a commis un petit titre qu'on va d'ailleurs découvrir d'un moment à l'autre. Il est revenu à la musique. Ce sera après Eric. On prend quelques mots. Francis Gano. On prend Gano Francis. C'est pas Emmanuel. Hein. Non, j'ai dit Emmanuel. Oh, c'était moi. Alors, révision du code électoral, et malheur, pour faire simple, pour faire vite, pour faire bref. Que peut apporter cette nouvelle instance de réflexion de quelques partis de l'opposition au débat qui court depuis. Ça, vous en avez certainement connu d'autres.
en termes de propositions. Je veux dire, il est quand même devenu un spécialiste sur les questions de décentralisation. Il en a fait. Je vois Un Monde à venir se déployer. Je vois Kawala, le CPP qui a fait des propositions. Je vois Elim Bilobert. Ça a été l'une des fortes batailles au SIF, mais aussi à l'intérieur du MRC, des gens comme Célestin Jamen sur les questions électorales. Bref, on a jusqu'ici déjà une pluie de propositions. Même Elekam reconnaît qu'il y a des choses à améliorer. C'est vrai, vous me direz que le gouvernement est peut-être sourd, mais la question est, que peut apporter de plus ce cercle de réflexion? J'ai failli dire qu'il n'est pas homogène. Quand on essaie d'interroger un peu les idéologies de ceux qui se regroupent, entre PCRN, SDF, UDC, MRC, que j'en oublie, Manidem, j'en oublie certainement le Prince Écossor. Que peut donc apporter de plus, Sambaka, ce cercle de réflexion? Je vous cite même d'ailleurs aussi, vous faites partie des proposants en termes de réforme électorale. Oui, ce que je dois dire, hein, c'est que c'est nous tous qui subissons cette injustice. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'idéologie ou de programme politique des partis politiques. Vous voyez que même la société civile, qui sont des citoyens, tous les Camerounais sont concernés. Tous les Camerounais sont concernés parce que si nous regardons un peu comment ces choses-là se passent, nous avons été à des élections et on a été scandalisés. Même les résultats que le RDPC a souvent, eux-mêmes s'en vont revendiquer, ils demandent des annulations, etc., etc. Ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas. Et on le dit depuis très longtemps. Mais le code électoral, prendre le code électoral, ce n'est pas ça le problème. C'est tout le système électoral. Parce que je dois vous dire, en même temps, je vais prendre quelques exemples, deux peut-être, en même temps, on lance les élections, on convoque les élections, mais on se rend compte que la loi camerounaise ne permet pas que le dimanche, on puisse avoir, n'est-ce pas, des huissiers de justice qui viennent constater les faits. Donc, il serait souhaitable, par exemple, que dès qu'on convoque le corps électoral, que les huissiers de justice puissent être à disposition pendant cette période jusqu'à la fin. Parce qu'il faut prouver les choses, ce sont des gens assermentés. Donc, il y a des choses qui ne vont pas, il faut pouvoir le faire. Il y a d'abord le problème que nous sommes ici à Douala. Douala a combien de millions de Camerounais? Avec 9 députés. Est-ce que c'est sérieux? Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Parce qu'un député devait correspondre à une quantité de population. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que les députés représentent les populations. Alors, quand on se rend compte qu'une ville saturée comme Douala, on nous donne 9 députés, les découpages, etc., etc., ça pose des problèmes. Il faut qu'on s'entende sur ça. Quand on se rend compte que les enfants à 18 ans sont recrutés pour aller à l'armée, etc., etc., mais qui ne peuvent pas voter, je pense que ce sont des choses tout à fait logiques. Et c'est tout le monde qui est d'accord avec cela. Maintenant que 7 personnes se réunissent, du moins 7 groupes se réunissent pour en parler, pour moi, c'est un début. Parce qu'on ne peut pas contourner tous les autres acteurs. Parce que c'est quelque chose qui crée une convergence qui permet de se parler. Parce que ce que vous oubliez, c'est que les partis politiques, au grand bonheur du parti au pouvoir, ne se parlaient plus. Ils ne dialoguaient plus. Pendant ce temps, nous sommes dans une situation précise où c'est à l'intérieur du parti au pouvoir, on leur a tout laissé. Et ils sont en train de s'entretuer là-dedans. Donc le fait que quelques, comme on dit, se sont retrouvés, ça fait naître un espoir. Et c'est cet espoir, on n'en veut pas. C'est pour ça que le sous-préfet est venu en espérant interrompre les choses. Bien sûr. Mais dans tous les cas, il n'a rien interrompu. Ce qui est certain, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où 7 personnes se sont réunies et ont signé un document, il faut que les populations soient très vaillantes, n'est-ce pas? Observe, parce qu'il y aura un discours pour déconstruire. Ce discours pour déconstruire, ça sera le discours des gens qui sont au pouvoir.
Ils vont dire, mais ces gens-là, ils ne se ressemblent pas. Ils vont dire, ces gens-là, ils sont ceci, ils sont cela. Les gens-là disent que nous sommes ensemble pour la justice sociale. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose et savoir en même temps qu'il n'y a pas les partis politiques qui peuvent faire un pays. C'est les citoyens. Donc si les citoyens sont désintéressés de l'affaire, qui gagne? C'est l'ordre établi. À titre personnel, avez-vous été convié? Moi, je ne me focalise pas sur ma personne. Je sais de quoi je suis capable et je sais que je vais apporter et que j'ai toujours apporté. Donc, vous avez le temps. Donc, je ne peux pas m'inscrire parce qu'on ne m'a pas appelé. Je vais dire qu'on ne m'a pas appelé. Non, moi, je sais qui je suis. Je sais les étapes que j'ai traversées. Les fraudes qui existent et tout ça, il faudra échanger à un certain moment. Donc, si certains ont commencé, c'est une bonne chose. Mais il faut que c'est tout le Cameroun qui soit là-dedans, y compris le RDPC, qui lui aussi a l'habitude de se plaindre, n'est-ce pas, de ce code électoral et va jusqu'à la Cour constitutionnelle pour porter plainte. Hervé Emmanuel Com, sur cette initiative. Le Conseil constitutionnel, excusez-moi. Je dois dire une chose, tout est perfectible. D'ailleurs, vous prenez un thème qui rejoint les hommages que vous avez organisés pour son éminence Christian Cardinal, Toumi. Tout est perfectible. Mais le problème de ce rendez-vous mondain, politico-mondain qui a été organisé à Yaoundé, c'est que moi j'ai appris une leçon en chimie pour le peu que j'ai eu. On ne compose pas avec un corps qui se décompose. Vous comprenez? Parce que quand vous prenez une réunion, vous mettez des gens qui s'insultent tout le temps, qui n'y a même pas quelque temps été incapables d'avoir le minimum de structure, de front commun pour aller aux élections. Et vous mélangez avec ceux qui sont, par définition, contre les élections, qui pensent que c'est par la rue qu'ils peuvent arriver au pouvoir. Vous prenez des gens qui se sont auto-excommuniés mutuellement au SDF, et vous allez ajouter le pauvre Sambaka, heureusement qu'il n'y est pas allé, pour aller à table avec Tamafo Ndamdioya. C'est de la dynamite que vous êtes en train de préparer. Les Camerounais ont besoin que l'opposition soit un peu plus sérieuse. Et nous aurons des élections dans quelques années, dans 4 ans. C'est vrai, là, je peux être d'accord avec Sam, peut-être pas avec la même expression, parce que là, il a mélangé le découpage électoral, des questions qu'il faut actualiser. Vous comprenez? Donc, ça doit se faire dans la sérénité. Et le dîner mondain ou le rendez-vous mondain qu'il y a eu à Yaoundé, c'était un jeu d'attrape-couillon, parce qu'ils ne sont pas à la même longueur d'onde, et certains venaient simplement pour faire la photo de famille, en se disant, après on va s'en servir à l'intérieur de nos rangs pour éliminer, parce que Jean-Michel Nietzsche, qui n'est pas mon auteur de chevet, a demandé pourquoi on invitait quelqu'un que lui avait exclu du SDF à cette réunion, et je suis sûr que si Sam était là-bas, ça aurait été un problème pour qu'il rencontre son ancienne maison où on l'a fait sortir en volant les clés de la maison. Et je peux continuer. Donc, l'opposition a une crise de crédibilité et il faut qu'elle respecte l'électorat. Elle a un problème qui est le sien. Elle manque, ou bien c'est le désert intellectuel qui est en train de gagner, mais Sam vient de poser des questions qui sont d'une pertinence et même dans nos rangs du RDPC, nous ne sommes pas bloqués. Nous pensons que le découpage électoral doit évoluer, comme dans tous les pays. Nous pensons qu'il y a des choses qu'il faut améliorer pour l'unité nationale, la paix et une démocratie plus vertueuse. Vous comprenez? Donc, a priori, ça ne nous pose pas un problème, c'est leur actualité. C'était un rendez-vous mondain des gens qui n'arrivent plus à se parler et dont certains sont venus avec des couteaux pour finir avec les autres. Alex? Oui, il faut d'abord féliciter l'initiative. C'est une très belle initiative qui s'est produite la semaine passée à Yaoundé. Ce n'est pas un jour qu'ils se sont rencontrés, mais 2 jours. J'ai hâte pour dire à M. Emmanuel comme qu'il est en retard par rapport à cette actualité. Le lendemain, c'est la conférence. S'il vous plaît, de presse. vous me permettez. Tu ne peux pas m'apprendre ce que je connais. Vous me permettez, permettez-moi. D'abord, tu étais exclu du MRC quand il y avait la réunion. Permettez-moi. Tu étais exclu du MRC depuis ce matin. Il m'a envoyé sa décision. Je comprends que M. Emmanuel
Alex, tu m'as envoyé ta décision. Il a peur de vous affronter. Oui, de m'affronter, qu'il passe. Donc, il faudrait organiser un débat avec lui. Et comme ça, il va arrêter. Donc, voilà. Il voulait qu'on vous garde suspendu. Oui, ça l'arrangerait. Écoutez, il nous amène dans les faux débats. Vous évitez sur les plateaux. Oui, il nous amène dans les faux débats. Ce soir. Il nous amène dans les faux débats. J'étais suspendu de la communication, mais pas du MRC. Pas du MRC. Je suis du départemental adjoint d'Aval du Thème. Alors, je suis resté à ce poste-là. Donc, cadre du MRC, de la communication. Donc, que monsieur Malcolm arrête. C'est pas le sujet, c'est pas le débat, c'est pas important. Quand il va falloir que je reprenne, le député va m'inviter et je pourrai reprendre cette question. Donc, c'est on dit, il faut donc féliciter l'initiative. Il faut que nous comprenions très bien que le RDP, c'est le gouvernement, est mal à l'aise, ils sont pas à l'aise, que l'opposition puisse se réunir, que les leaders d'opinion puissent se réunir. Ça est un premier pas. Ce sont les prémices. Le peuple camerounais a besoin qu'on leur donne une meilleure offre politique. Le code électoral camerounais, tel qu'il est conçu aujourd'hui, accouche, donne toujours des crises électorales. Et les crises électorales sont difficiles à gérer pour les États. La preuve, c'est que cette crise électorale, nous avons au niveau du Sud, nous avons 8 militants dans le Sud qui sont incarcérés, dont 8 ont été incarcérés en fond et 7 ont été notamment déportés du côté de Yoko. Ça, ce sont des crises électorales dues au mauvais code électoral. Il faut qu'on le dise. Nous ne sommes pas aux élections à cause de ce code-là. Et le MRC soutient et soutiendra toute initiative qui viserait à améliorer ce code électoral. Il faut qu'on le dise que monsieur, comme mon grand frère... Les élections locales. Hein. Oui, locales sont parlées à cause de ce code-là. Non, oui, fort heureusement, de notre participation de celui de 93 et au présidentiel, on s'est rendu compte que ce code-là ne permettrait pas à ce que nous puissions apporter le bonheur au peuple camerounais. Parce que ça a été les questions. Les questions sont que le peuple camerounais aspire au bien-être. On ne peut pas aller aux élections pour avoir 5, 10, 15 députés. Si nous avons les élections aujourd'hui, c'est pour remporter. Si nous avons les élections avec nos partenaires politiques et d'opposition, c'est pour que l'opposition camerounaise ait au moins 100 députés et que nous puissions apporter des propositions de loi qui permettent de changer la donne. D'ailleurs, M. Emmanuel, comme ici, a été exclu du jeu électoral à cause du code électoral. Ce code électoral qui est en train de vilipender, je ne vois pas en quoi est-ce que ceux qui sont députés aujourd'hui seraient plus compétents que M. Emmanuel comme. Sont clairs. Et nous, dans ce code électoral-là, la question de la binationalité, de la double nationalité, est au cœur de ce code électoral-là. Nous pensons qu'il faudrait peut-être qu'on reconnaisse que les gens peuvent avoir une double nationalité, être des députés. La question de l'âge électoral, que tout le monde est d'accord, on ne peut pas être au Cameroun, aller mourir au Nozo, aller mourir au Nord camerounais et ne pas être électeur. C'est une incongruité. Ce n'est pas possible que quelqu'un puisse défendre sa patrie à 18 ans, mais ne peut pas choisir son président, son maire ou son député ou son conseil. C'est une incongruité. Donc il y a tellement de réformes à faire. On ne peut pas continuer à avoir des maires qui sont hyper puissants parce que tel que le système est conçu aujourd'hui au Cameroun, ça ne permet pas d'abord qu'il y ait des candidatures indépendantes, c'est-à-dire il y a un arrangement entre les partis politiques. Y compris le MRC. Permettez-moi s'il vous plaît. Y compris le MRC. Ne me faites pas ce jeu-là, c'est pas important. Non, c'est ton jeu. Tu as le prix Nobel de la mauvaise foi. Non, permettez-moi. Je comprends que vous paniquez. Donc, il n'est pas normal qu'au Cameroun, on ne puisse pas promouvoir des candidatures indépendantes, c'est-à-dire des leaders d'opinion qui ne peuvent pas, avec cette légitimité qu'ils ont, être candidats aux élections. Donc, il faille donc qu'on revoie ce code électoral, afin que ce ne soit plus la question électorale, ne soit plus la panachée unique des partis politiques, mais de tous les leaders d'opinion, de tout Cameroun. Donc, il y a tellement de choses que nous devrons revoir ce code électoral. Le fichier unique, l'élection à 2 tours, la limite des mandats, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et le financement des partis politiques. Parce qu'il n'est pas concevable que certains partis politiques utilisent les moyens de l'État pour se financer et jouent un jeu abusif face aux partis politiques. On vient donner 15 millions de francs CFA aux partis politiques de l'opposition lors de l'élection présidentielle. Mais on permet à certains ministres de se rendre, d'aller en campagne avec leur véhicule administratif. Donc, ce sont des choses qui sont une incongruité. Et il faudrait aussi que dans ce collectorat-là, on mette véritablement une frontière entre l'administration et le politique. Parce qu'il est inconcevable. Nous avons eu à voir cela au nord du Cameroun, des préfets
porter des habits du RDPC à aller battre campagne, alors qu'ils sont censés faire partie du processus de l'impartialité électorale. Donc, nous invitons donc, il faudrait donc qu'on le dise que plusieurs formations politiques, plusieurs leaders d'opinion, que vous soyez en accord avec les juges du MRC, du PCN, du SDF ou pas, nous invitons tous les Camerounais le maximum à rejoindre cette initiative et que nous puissions véritablement donner une proposition consensuelle d'un code électoral qui pourrait satisfaire tous les Camerounais. Merci Alex. C'est vrai que la question de la réforme, révision du code en elle-même, je veux dire, n'est pas forcément le sujet central, mais c'est davantage cette initiative précise qui a été prise avec cette leader. C'est davantage ça qu'on interroge ou qu'on aurait souhaité interroger ce soir. Alors, Patrick Christian. Heureusement, merci Dipita de nous recentrer. Oui, je sais que vous, en tant que modérateur, vous voudriez tout à l'heure sur la problématique. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les hommes engagés dans des formations politiques qui se sont exprimés sur la question. Vous savez, dans le fond, on semble trouver un consensus sur la nécessité d'apporter des retouches ou des réformes à notre corps électoral. Y compris avec le RDPC, y compris dans le camp du RDPC. Donc, si nous étions dans un environnement de justice, on dirait le problème de fond est là. Et tout le monde semble être d'accord. Mais vous savez, en justice, on n'attaque pas le fond si on n'a pas éclairé la forme. Et c'est à ce niveau, de mon point de vue, qu'il y a un problème. Écoutez, j'ai envie de reprendre quelques expressions d'Hervé Emmanuel comme tout à l'heure. On veut croire à la sincérité d'une rencontre comme celle-là, en souhaitant qu'elle soit sereine, qu'il y ait une homogénéité, qu'elle soit vertueuse, n'est-ce pas? Et qu'on trouve de la sincérité dans les actions, les actes posés des acteurs, au-delà des photos, au-delà de la communication, qui, de mon point de vue, pêche même encore sur certains aspects. C'est un avis personnel. On observe en tant qu'observateur. On a envie de dire qu'on veut croire, si on a un citoyen lambda ou bien un observateur de la scène politique, on veut croire au fait que la forme puisse nous conduire à examiner vraiment le fond. Tout le monde semble vouloir ce fond. Mais quand on a un certain nombre d'antécédents, on peut s'interroger, sans jeter, bien sûr, le discrédit sur cette initiative, mais on peut s'interroger. On a vu l'Alliance pour le changement, j'ai envie de dire en des années 90-91. L'Union pour le changement. Le président Sambaka était un acteur de poids. On en a eu d'autres. On se rappelle de 2004. Oui. Le Front Patriotique. C'était le bébé de l'Alliance. L'autre qu'on a eu en 2004 pour la réconciliation et la reconstruction. Et imaginez-vous que cela peut amener à se poser un certain nombre d'interrogations. Le Front républicain. Sur la sincérité des acteurs quand on a la répétition d'un certain nombre de conséquences et quand on voit les mêmes ingrédients se reproduire, on peut s'interroger. Le citoyen veut que son intérêt soit porté au devant. Et on se dit, est-ce que ces acteurs, qu'on voit souvent dans des diatribes, qui donnent une image au citoyen qui doit s'engager par son vote, et je rappelle que c'est ce citoyen qui a le pouvoir, la masse critique, la capacité à faire changer même les orientations de nos institutions. Est-ce qu'on peut donner du crédit aussi facilement, je veux dire aussi facilement, à des acteurs juste parce qu'ils se sont réunis le temps d'une concertation, même si on peut imaginer que derrière, je sais très bien le travail que des acteurs comme Hilaire Zipan et d'autres ont mené pour que cette initiative puisse voir le jour. Je veux dire, même la rencontre. Ça me fait corriger d'une manière, alors que c'est plutôt le MP. So, MP que je mais Hilaire même voilà. dans non, laissez-le poursuivre. C'est bon, est-ce que Hilaire Zipan est dans l'opposition? Ce que je veux dire, au-delà de la compétence individuelle de chacun des acteurs, de son aura sur cette question, on peut s'interroger quant à l'issue. On peut s'interroger parce que, malheureusement, ces acteurs nous donnent beaucoup de scènes qui détruisent même l'image et le jeu, la beauté du jeu politique qu'on aurait souhaité voir dans notre pays. Vous voyez des personnes qui se serrent la main, alors qu'il y a 2 jours, il y avait des invectives et des diatribes terribles qui portent même à la capacité de ces personnes à vivre ensemble dans une société commune. Vous voyez des personnes qui se serrent la main, alors que des partisans s'étripent au point de se méconnaître en tant que compatriotes.
Est-ce que vous pensez que cela donne du crédit? C'est une occasion peut-être d'appeler les leaders et les hommes politiques aux actes qu'ils posent au quotidien et pour aller après demander la confiance de leurs compatriotes. Quand j'ai fini de dire ça, je vais revenir sur la capacité d'aller vers l'intérêt des populations. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et on a l'impression que l'ensemble des formations politiques, et y compris même en grande partie aussi la formation politique au pouvoir, ont un défaut commun. Celui de penser qu'il y a une satisfaction personnelle à être au pouvoir. Parce que le problème se pose partout. Que vous soyez au pouvoir ou dans l'opposition. Les jouisseurs. On a l'impression qu'on se donne du plaisir à être au pouvoir en oubliant que l'intérêt de ce pouvoir, c'est l'intérêt des populations et du consensus pour le bien-être commun. Et quand vous voyez donc ce type d'action, vous regardez, quand le pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir parlent, il y a constamment comme une condescendance, à la limite même un mépris vis-à-vis des autres. Et cela donne des positions qui peuvent inquiéter ou radicaliser d'autres. Et quand vous voyez les maillons de l'opposition, il y a toujours une tentative de défiance. Les propos sont empreints de défiance, et plus grave encore, défiance vis-à-vis des institutions. Lesquelles institutions sont supposées même vous porter vous-même au pouvoir et vous protéger. Alors, si vous avez fragilisé l'institution pendant que vous cherchez à atterrir au pouvoir, comment pensez-vous que cette institution sera solide quand vous vous y serez? Et donc, vous avez en face des gens qui veulent le pouvoir en nous donnant l'impression que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Soit ceux qui sont au pouvoir, soit ceux qui conservent ce pouvoir. Et c'est ça la question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on se réunit pour demander des changements si on ne peut pas réussir à fédérer une masse critique derrière nous à travers les actes que nous posons, à travers des signaux que nous envoyons à nos compatriotes sur l'intérêt de ces compatriotes que nous cherchons à implémenter? D'accord. Et pour moi, c'est donc la question fondamentale. Une question maintenant pour ressortir. Et Patrick Christian a justement posé le doigt dans la plaie. Je le disais tout à l'heure, quand je parlais de la non-homogénéité des acteurs autour de cette initiative. Et je relevais également que c'est... On voit comme des alliances de contre-nature qui peuvent interroger. C'est une coalition de cause contre... C'est une énième initiative, car voilà, depuis a cessé de participer aux élections, justement à cause de ce code électoral, pour ne prendre cet exemple. Alors, Alex Nguépi, justement, sur ces éléments-là relevés par Christian aussi, cette alliance de contre-nature, dont l'objectif est est-ce qu'on peut être serein, se dire que la réflexion va... D'ailleurs, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, depuis Cabral Libi qui a fait une sortie, rapidement repris par il est désormais conseiller du président, Sosten Depote Médard. Non, écoutez, Qui a repris Cabral Libi. L'appellation bien contrôlée. je tiens à dire et à réitérer, il n'y a aucune alliance contre nature. Il faut qu'on arrête avec ce jeu de mots. C'est une lecture analyse, il y en a qui s'interrogent. Il faut qu'on arrête avec ce jeu de mots. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Nous sommes dans un système totalitaire. Pas plus tard que la semaine dernière, seconde. Pas plus tard que la semaine dernière. Permettez-moi. MRC, SIF, Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Voilà. Je vous comprends parfaitement. D'accord. Je dis ce jeu de mots-là fait partie intégrante du système totalitaire où nous appartenons. Parce que c'est quoi le système totalitaire? C'est un système où on veut contrôler les pensées. Et effectivement, c'est dans ce contrôle de pensée, contre ceci à des discours, qu'on veut faire croire aux Camerounais que si ce n'est qu'un jeu de contrôle de pensée. Donc, la semaine dernière, le MRC, le SIF, le PCA étaient en harmonie sur certaines questions. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je vous relance pour qu'on se comprenne. Laissez-moi vous répondre. Dans ce contrôle de pensée, on veut faire croire aux Camerounais que deux partis d'opposition ne peuvent pas s'entendre. Vous savez, il peut arriver, c'est nous sommes en politique, c'est normal que deux partis politiques ou trois partis politiques ne partagent pas les mêmes points de vue. C'est normal parce qu'ils veulent conquérir un électorat, qu'ils se donnent des coups de poing. Ça arrive en politique, même en interne dans les partis politiques. C'est un phénomène normal. On ne viendrait pas ici. On ne viendra pas ici. Ne faites pas le procès de le relever. Pas du tout. Voilà. Permettez-moi donc. Ici, l'important, c'est quoi? C'est qu'il y a un intérêt commun, le co électoral. Le système électoral camerounais, même je parlais du système électoral camerounais, ça affecte tous les partis politiques, même le RDPC y compris, de l'opposition. Donc, lorsque nous décidons de nous engager avec d'autres formations politiques et d'opinion, c'est parce que nous pensons qu'ensemble, nous avons
des intérêts Un mot pour communs. circonscrire ma question tout à l'heure, parce que j'interroge davantage les acteurs. J'ai pris un exemple précis. Pas plus tard que ce matin, Sostène Lipote a repris la sortie de Cabral Libye sur cette question, notamment sur le mot code électoral. Le président Cabral Libye fait ses propositions. Il fait ses propositions, comme tout acteur politique, il fera ses propositions. Et d'autres acteurs politiques ont le droit de donner des interprétations. Le fait qu'on interprète ne remet en rien ce consensus. Merci. Le président Sambaka qui est ici fera des propositions. Djekam Tchabeni en a fait. Ils sont pleins qui ont fait des propositions. Donc nous espérons que les acteurs qui sont là ont fixé un cap. Et jusqu'au 15 avril, on attend toutes les propositions de tous les acteurs afin de mettre sur pied un code électoral consensuel qui devrait satisfaire tous les Camerounais. Non, il se rattrape. Merci. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que je n'étais pas à Yaoundé, je n'ai pas été convié à Yaoundé, mais je suis de l'opposition camerounaise. Et j'ai cheminé dedans pendant 30 ans. Et nous avons travaillé, nous avons rapproché, et nous sommes battus là dans tout cela. J'imagine que les leaders de l'opposition qui se sont retrouvés ont dû se dire pourquoi est-ce que ça ne va pas entre nous. Et ils ont compris que c'est parce que le pouvoir en place avait mis des mécanismes qui faisaient que les gens se battent là où ils ne devaient pas se battre. Effectivement. Donc, s'ils l'ont compris et ils se sont dit, si nous avons un nouveau code, ça veut dire que nous irons sur des starting blocks. En toutefois, chacun va partir parce qu'il a son programme. Et comme les choses seront justes, les populations vont trancher. D'où la notion maintenant que les partis politiques concourent au suffrage universel. Mais c'est les populations qui décident. Or, les populations doivent se mettre en confiance parce qu'ils sont devant une situation compliquée. Vous avez fait 50 ans de pouvoir. Vous n'avez pas pu restituer le droit au bonheur des populations. Qu'est-ce que les populations doivent faire? Elles doivent se suicider? Non, elles doivent prendre les choses en main et décider. Donc c'est un appel aux populations pour comprendre que votre vie va s'arranger avec votre engagement citoyen. Maintenant, je dois dire que tel que je n'ai discuté avec personne, je sais que, moi, comme je dis toujours la vérité, je sais que quelqu'un du MRC, qui doit être là demain, m'a appelé, m'a envoyé un message pour me dire qu'il compte me rencontrer demain. Je ne dis pas l'heure parce que Hervé va venir. Il viendra. Bon. Il va donc ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc je n'ai pas encore de contact avec, avec ce groupe. Et merci déjà pour l'information. C'est une belle initiative que vous soyez conviés à cela. Pour finir, Vincom, sur la nature des acteurs qui sont derrière l'initiative. Je ne vais pas entrer dans des qualifications, des appréciations personnelles, parce que plusieurs de ces acteurs sont des amis. Mais sur le plan politique, c'était une farce. Vous comprenez? C'est un mauvais théâtre avec des acteurs qui n'ont pas le talent politique qu'il faut pour une pièce comme celle-là. Je voudrais rappeler que, là je parle sous le contrôle de Sambaka, le code électoral est une loi au Cameroun. Ce n'est pas une disposition réglementaire banale. Si le découpage électoral peut se faire par voie réglementaire, mais le code globalement est une loi. Donc, quand Jacques Famendongo le dit avec son ton et son lyrisme d'intellectuel, ça te gêne, ça te gratte, mais tu vas entendre ce que je dis. Quand il le dit, que ça se joue à l'Assemblée, mais il dit une vérité. Député, c'est avec ce code électoral que l'unique député MRC, par son âme, hein, mon aîné Lazare Sop, a été élu. Et c'est avec ce collectoral... S'il te plaît, arrête tes démangeaisons. Attends. C'est avec ce code électoral que la plupart des acteurs qui roulent maintenant avec des VX et des 4x4 se sont fait élire. Vous comprenez? Donc, tout est perfectible. Tout est perfectible. Et je suis heureux que, n'est-ce pas, Christian Dobo ait fait œuvre de rappel à l'ordre pour certains. Mais moi, je vous dis ici, de ma modeste position, il n'est pas malsain que les Camerounais se réunissent pour réfléchir sur l'amélioration de quelque chose. Mais c'est un non-événement parce que nous connaissons la manière dont il fonctionne. Et je vous ai dit, il y a une loi en chimie. D'ailleurs, je dois rendre à l'auteur sa phrase. Alain Gesmar, qui était
un des leaders de mai 68, vous avez connu, il a été directeur du Monde après. Parlant de ceux qu'il invitait à des réunions, il a dit on ne compose pas avec ce qui se décompose. L'opposition essaie de régler son problème de sa décomposition avancée et de sa défaite électorale. Elle ne va pas nous faire croire que les 72% de Camerounais qui ont voté Paul Biya ne savent pas lire un code électoral. Merci. En une seconde. Bon, en une seconde, il est bon que les Camerounais se parlent. Merci. En une seconde, les hommes politiques peuvent être dans leur rôle de réfléchir. Mais pour terminer, il faut qu'on donne une certaine force à nos institutions. Je voudrais qu'on se sépare avec cet hommage. De Jean de Dieu Momo, le ministre délégué à la justice, qu'il a fait à travers une chanson à la suite de la victoire de Francis Ngannou. Vous le savez, il est désormais champion du monde de MMA. Suivez plutôt. Non, pas MMA, UFC. Abattier, un champion du monde à Las Vegas aux États-Unis. L'itinéraire de Francis Ngannou n'aura pas été facile. Dès son jeune âge, il dut renoncer à son rêve de devenir architecte. Il entreprit de s'installer dans la ville cosmopolite de Douala, où il devint chargeur en porte-tout. Il portait les bagages, il portait la friperie, il portait les ballots de friperie qu'il chargeait. Il a ainsi développé ses muscles pour pouvoir gagner sa vie en poursuivant ses études. Il chargeait dans les camions des ballots de friperie qu'il portait sur la tête et marchait sur de longues distances pour se former à la fois les jambes, les bras, les muscles, le corps. Et il renonça effectivement à son rêve de devenir architecte lorsqu'il apprit les exploits d'un champion noir américain de boxe, Mike Tyson.